Seul sur la route, le garçon fuyait son beau-père. Mais en entendant le hennissement désespéré de ce cheval, il s'arrêta. Et ce qu'il vit le fit pleurer. La route s'étirait devant Rémi Durand comme un ruban gris sur le tapis vert des campagnes normandes. Ses chaussures, autrefois blanches, portaient maintenant la poussière de 3 semaines d'errance depuis son départ précipité de Lyon. À 16 ans, son visage aurait dû rayonner d'insouciance, mais ses yeux gris-bleu reflétaient une maturité douloureuse que seule la souffrance pouvait forger. Il rajusta sa mochila élimée sur son épaule droite, grimaçant légèrement lorsque le tissu frotta contre une cicatrice encore sensible. Dans ce sac résidait toute sa vie, quelques vêtements roulés en boule, un exemplaire usé du Petit Prince ayant appartenu à sa mère, et une petite flûte en bois que le vieux voisin lui avait offerte pour ses 12 ans. Le soleil commençait à décliner à l'horizon, teintant les collines normandes d'une lueur orangée. L'estomac de Rémi émit un grondement sourd, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis le morceau de pain offert par un boulanger compatissant ce matin. Sa gorge était sèche, sa langue pâteuse. « Encore quelques kilomètres », murmura-t-il pour s'encourager, apercevant au loin les toits d'une propriété imposante. Tandis qu'il approchait, les souvenirs affluèrent, sans prévenir, des flashs violents qu'il tentait vainement de repousser. Le visage congestionné de Marcel, son beau-père, déformé par la colère alcoolisée. La ceinture en cuir sifflant dans l'air avant de s'abattre sur son dos. Les insultes, toujours les mêmes. Bon à rien. Fardeau. Tu aurais dû mourir avec ta mère. Rémi serra les poings, se forçant à respirer profondément comme lui avait appris l'infirmière scolaire. C'était justement après sa visite à l'infirmerie, quand la femme avait remarqué les bleus sur ses côtes, que tout s'était précipité. Une première visite de l'assistante sociale, puis une deuxième. Marcel avait joué à la perfection le rôle du beau-père débordé mais attentionné. Des accidents, vous savez, les garçons de cet âge. Et les services sociaux étaient repartis, laissant Rémi à son bourreau. La troisième correction avait été la pire. Le coup de poing qui avait failli lui coûter l'œil gauche. C'est ce soir-là, tremblant dans son lit, un linge imbibé d'eau froide plaqué sur son visage tuméfié, que Rémi avait pris sa décision. Il n'y aurait pas de 4e fois. Il s'était faufilé par la fenêtre avec son maigre baluchon, emportant seulement ce qu'il pouvait porter. Dans la chambre de sa mère, il avait hésité devant la photo d'Élise, son sourire doux, ses yeux identiques aux siens, avant de glisser le Petit Prince dans son sac. « Je suis désolé, maman », avait-il chuchoté avant de disparaître dans la nuit. 3 semaines plus tard, le voilà en Normandie. Pourquoi la Normandie? Il n'aurait su le dire. Une intuition peut-être. Sa mère lui parlait parfois de cette région où elle avait passé des vacances enfants. L'air y sent la pomme et la liberté, disait-elle. La propriété se précisait à mesure qu'il avançait. Une belle bâtisse traditionnelle normande, avec son colombage sombre sur crépi blanc. Plus loin des dépendances et ce qui semblait être un grand manège à chevaux. Rémi s'approcha de la grille principale, espérant trouver quelqu'un à qui demander un peu d'eau. C'est alors qu'il l'entendit. Un hennissement si chargé d'angoisse qu'il en eut la chair de poule. Ce n'était pas le cri ordinaire d'un cheval, c'était un hurlement de détresse pure, un appel au secours qui transperça Rémi jusqu'à l'âme. Sans réfléchir, il suivit le son jusqu'à une écurie isolée, à l'écart de la maison principale. La structure semblait ancienne mais bien entretenue. Rémi s'approcha avec précaution, cherchant une ouverture pour voir à l'intérieur. Il trouva finalement une planche disjointe et colla son œil à la fente. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Un magnifique étalon noir puissant et élancé, avec pour seule marque une tache blanche en forme d'étoile sur le front, se débattait violemment dans son box. 2 hommes en combinaison tentèrent de le maîtriser avec corde et cravache, tandis que l'animal ruait et se cabrait, les yeux exorbités de terreur. Un 3e homme, en costume élégant, observait la scène avec une moue de dégoût. « C'est déjà le 3e dresseur ce mois-ci, monsieur Moreau », disait un homme en costume plus classique. « Peut-être devrions-nous envisager l'euthanasie. Depuis l'accident, Tonnerre est devenu trop imprévisible. »« Ne soyez pas ridicule, Bernard », répondit l'homme élégant, que Rémi identifia comme étant Jean-Pierre Moreau. « Cet animal m'a coûté une fortune et possède le meilleur sang arabe de France.
Le problème vient de l'incompétence de ces soi-disant dresseurs. S'ils n'arrivent pas à le dompter d'ici le mois prochain, je le vendrai au cheikh Al-Thani. Lui ne se souciera pas du tempérament, uniquement de la lignée. À cet instant, comme s'il comprenait qu'on négociait son destin, Tonnerre se cabra violemment, manquant de renverser l'un des palefreniers. Rémi, incapable de contenir son admiration devant la beauté sauvage de l'animal, laissa échapper un soupir d'émerveillement. Ce son, presque imperceptible, figea instantanément le cheval. Ses oreilles se dressèrent, attentives, et son encolure puissante pivota vers la fente où Rémi observait. Les yeux du cheval trouvèrent ceux de Rémi. Ce moment sembla suspendre le temps. L'adolescent et l'animal s'évaluèrent mutuellement dans un silence chargé d'une étrange reconnaissance. Puis, à la stupéfaction des hommes présents, Tonnerre se détendit visiblement, baissant la tête et respirant profondément, comme soulagé après une longue souffrance. « Que diable s'est-il passé » demanda Moreau, abasourdi. Avant que quiconque puisse répondre, le régisseur aperçut Rémi. « Hé, toi là-bas, quitte immédiatement la propriété de Monsieur Moreau avant que je ne lâche les chiens. » Rémi s'enfuit, mais pas très loin. Quelque chose dans ce regard échangé avait créé un lien qu'il ne comprenait pas totalement, mais qu'il ressentait jusque dans ses os. Cette nuit-là, dormant dans une grange abandonnée à proximité, il rêva de chevaux noirs galopant librement sous des cieux étoilés. Le lendemain matin, cherchant du travail, il frappa à la porte de la ferme voisine. Les Beaulieu, un couple d'âge mûr sans enfants, regardèrent avec méfiance l'adolescent déguenillé qui se tenait sur leur seuil. Mais Madame Beaulieu, remarquant ses manières polies et sa faim mal dissimulée, lui offrit un café et du pain. « Je m'appelle Rémi Durand », dit-il en acceptant la tasse avec gratitude, ses mains légèrement tremblantes trahissant son épuisement. « Je cherche du travail, n'importe lequel. » Monsieur Beaulieu, un homme trapu aux mains calleuses, l'observa par-dessus ses lunettes. « D'où viens-tu, garçon ?»« De Lyon, » répondit Rémi, préférant rester vague. « Et tes parents ?» Une ombre passa sur le visage du jeune homme. « Ma mère est décédée. Je n'ai plus personne. » Le couple échangea un regard lourd de sens. Madame Beaulieu posa doucement sa main sur l'épaule de Rémi, la retirant immédiatement lorsqu'elle le sentit se raidir sous son toucher. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec les fromages, » dit finalement Monsieur Beaulieu, connu dans la région pour ses camemberts artisanaux. « Le salaire est modeste, mais nous offrons le gîte dans l'ancienne chambre de domestique et le couvert. » Pour la première fois depuis des semaines, Rémi sentit une lueur d'espoir. « Je suis travailleur, monsieur. Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Ce soir-là, après un repas simple mais nourrissant, Madame Beaulieu trouva Rémi assis sur la véranda, fixant intensément l'écurie isolée de la propriété voisine. « Ah, tu as déjà remarqué notre voisin célèbre et son investissement problématique. » soupira-t-elle en s'asseyant près de lui, respectant toutefois une distance prudente. Tonnerre était la fierté de la région, vainqueur du prix de Diane. Mais après l'accident qui a tué son jeune jockey, Antoine, eh bien, on dit que le cheval est devenu fou de chagrin. Il refuse de laisser quiconque le monter depuis. Rémi écoutait attentivement, son regard ne quittant pas l'écurie lointaine. Comment est mort le jockey? Une chute terrible pendant l'entraînement. Tonnerre a trébuché. Certains disent qu'il a été effrayé par quelque chose, et Antoine a été projeté contre la barrière. Il est mort sur le coup. Elle secoua tristement la tête. Le cheval n'a plus jamais été le même, comme s'il se punissait lui-même. Ces mots résonnèrent profondément en Rémi. Il connaissait cette sensation, la culpabilité du survivant. Après la mort de sa mère, combien de fois s'était-il demandé pourquoi elle était partie et pas lui? À l'aube suivante, poussé par une force qu'il ne pouvait expliquer, Rémi se glissa hors de son lit. La maison était silencieuse, les Beaulieu encore endormis. Il sortit discrètement et traversa les champs séparant les deux propriétés, la rosée matinale mouillant ses chaussures. Dans l'écurie silencieuse de Moreau, il s'approcha avec précaution du box de Tonnerre. Le grand cheval noir recula d'abord, méfiant, mais ne montra aucun signe d'agressivité. Rémi s'assit simplement sur le sol de paille, à distance respectueuse, et sortit son livre usé. « Bonjour, » dit-il doucement. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis Rémi. » Tonnerre l'observait, immobile, ses naseaux frémissant légèrement.
Ma mère me lisait toujours ce livre quand j'avais peur, continua Rémi en ouvrant Le Petit Prince à la première page. Elle disait que les mots peuvent guérir, même quand les médicaments échouent. Et de sa voix basse et mélodieuse, il commença à lire. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Pendant qu'il lisait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tonnerre, lentement, pas à pas, s'approcha. Ses oreilles restaient dressées, attentives à la voix de Rémi. Lorsque le soleil commença à pointer à l'horizon, filtrant à travers les interstices des planches, Rémi referma doucement le livre. « Je dois y aller, » murmura-t-il. « Mais je reviendrai demain, si tu veux. » Il se leva avec précaution, ne voulant pas effrayer l'animal. C'est alors que Tonnerre fit quelque chose qui figea Rémi sur place. Le grand cheval noir tendit son museau à travers les barreaux, dans sa direction. Un petit geste qu'aucun soigneur n'avait réussi à obtenir en des mois, comme si l'animal disait « Reviens demain, tu es différent des autres. » Le lendemain matin, quand Rémi entra dans la fromagerie des Beaulieu, l'odeur âcre et réconfortante du lait en fermentation l'enveloppa. Monsieur Beaulieu, déjà affairé devant de grandes cuves en inox, se tourna vers lui avec un hochement de tête approbateur. « Ah, tu es matinal, c'est bien, » dit-il en lui tendant un tablier blanc. Le fromage n'attend pas les paresseux. Rémi enfila le vêtement, dissimulant un bâillement. Ses escapades nocturnes jusqu'à l'écurie de Tonnerre lui volèrent des heures de sommeil, mais une étrange énergie le portait malgré la fatigue. « On commence par le nettoyage des moules », expliqua M. Beaulieu en désignant les petits cercles en bois alignés sur l'étagère. « Ensuite, tu m'aideras au brassage du cahier. » Tandis qu'il s'appliquait à ces nouvelles tâches, Rémi observait attentivement les gestes précis du fromager. Ses mains trahissaient des décennies de pratique, tournant les camemberts avec une délicatesse presque tendre, vérifiant leur consistance d'une simple pression du doigt. « Tu apprends vite », remarqua M. Beaulieu après quelques heures, surpris par l'attention minutieuse que Rémi portait à chaque détail. La plupart des jeunes d'aujourd'hui sont trop impatients pour ce métier. Rémi sourit faiblement. La patience, il l'avait apprise dans la douleur. Attendre que la colère de Marcel s'apaise, guetter le moment propice pour se faufiler sans être vu, endurer les heures interminables, après une correction particulièrement sévère. Les jours suivants établirent une routine. Lever avant l'aube, visite secrète à Tonnerre, travail à la fromagerie, repas avec les Beaulieu, puis quelques heures de solitude avant le coucher. Ce rythme offrait à Rémi une structure dont il avait désespérément besoin après des semaines d'errance. Chaque matin, il approchait l'écurie de Moreau avec une anticipation grandissante. Parfois, il apportait Le Petit Prince, poursuivant sa lecture là où il l'avait interrompu. D'autres jours, il venait avec sa flûte, jouant des mélodies simples que sa mère lui avait apprises. « C'était une infirmière, tu sais », confia-t-il un matin à Tonnerre, assis en tailleur devant le box. Elle disait que la musique soigne autant que les médicaments. Le cheval, d'abord méfiant, manifestait une curiosité croissante pour ses visites. Ses oreilles se dressaient au son de la voix de Rémi. Ses naseaux frémissaient lorsque le garçon jouait de la flûte. Petit à petit, il s'approchait davantage de la barrière. « Je ne te demanderai jamais rien », murmurait Rémi entre deux notes. « Tu as déjà assez souffert des exigences des hommes. » Un matin de brume, alors que Rémi jouait un air particulièrement mélancolique, Tonnerre émit un hennissement doux, presque un murmure équin, comme pour accompagner la mélodie. L'adolescent s'interrompit, stupéfait. « Tu aimes celle-là » demanda-t-il doucement. « Ma mère la jouait souvent. Elle s'appelle « Le chant des étoiles ». Tonnerre secoua sa crinière noire, frappant doucement le sol de son sabot. « Je te la rejouerai demain », promit Rémi avec un sourire rare. Pendant ce temps, à la fromagerie, les Beaulieu s'attachaient progressivement à ce garçon silencieux mais travailleur. Madame Beaulieu remarquait ses cernes, ses absences matinales, mais n'en disait rien, se contentant de lui servir des portions plus généreuses au dîner. Un matin, cependant, l'inquiétude l'emporta sur la discrétion. Après avoir entendu Rémi quitter furtivement la maison bien avant l'aube, elle enfila un manteau et le suivit à distance prudente. La scène qu'elle découvrit la cloua sur place. Cachée derrière un bosquet,
Elle observa Rémi s'introduire dans l'écurie de Moreau. Son premier réflexe fut de l'appeler, de le mettre en garde contre les risques qu'il prenait. Mais quelque chose, curiosité ou intuition, la retint. Elle s'approcha silencieusement et, par la même fente que Rémi avait utilisée lors de sa première visite, regarda à l'intérieur. Le spectacle la laissa sans voix. Rémi était assis par terre, dos appuyé contre le mur extérieur du box, lisant tranquillement. Et Tonnerre, le terrible étalon qui avait envoyé 3 palefreniers à l'hôpital, se tenait calmement près de la barrière, la tête baissée vers le garçon, visiblement apaisé par sa présence et sa voix. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, incrédule. Sur le chemin du retour, Madame Beaulieu sentit une émotion étrange l'envahir, un mélange de crainte et d'émerveillement. Ce qu'elle venait de voir dépassait l'entendement. Sur leur terre, ils élevaient des vaches laitières depuis 3 générations, mais jamais elle n'avait été témoin d'une telle communion entre homme et animal. Lorsque Rémi revint pour le petit déjeuner, elle l'attendait dans la cuisine, une tasse de chocolat chaud fumant devant elle. « Tu as fait une promenade matinale ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. Rémi se figea, son visage soudain fermé, prêt à nier, à s'enfuir peut-être. « Ne t'inquiète pas, » ajouta-t-elle rapidement. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Elle lui raconta alors comment elle l'avait suivi, ce qu'elle avait vu. Au lieu de le réprimander, elle prit ses mains dans les siennes. « Tu as un don spécial, garçon. Ma grand-mère disait que certains naissent avec la capacité de parler aux animaux sans mots. Elle appelait ça « l'écoute du cœur ». Les épaules de Rémi s'affaissèrent de soulagement. « Vous n'êtes pas fâché ?»« Fâché? Non. Inquiète, oui. Moreau n'est pas un homme commode. S'il te surprenait, je suis prudent, » assura Rémi. « Et Tonnerre, il a besoin de moi. » Madame Beaulieu hocha la tête, pensive. « Oui, je crois que tu as raison. » Le lendemain, Rémi trouva étrangement le portail latéral de l'écurie déverrouillé. 2 jours plus tard, le docteur Fournier, le vétérinaire local, quitta l'écurie bien après avoir examiné les autres chevaux de Moreau, oubliant de refermer la porte arrière. « Curieux comme ce portail reste ouvert », commenta innocemment le vétérinaire lorsqu'il croisa Rémi au marché du village. Presque comme si quelqu'un voulait faciliter les visites discrètes. Rémi rougit, mais le regard bienveillant du médecin le rassura. Peu à peu, d'autres signes de complicité apparurent. Un matin, Rémi découvrit un panier de pommes fraîches près du box de Tonnerre, accompagné d'un petit mot « Pour le garçon qui murmure aux chevaux », de la part d'Émilie, fille du boulanger. Madame Beaulieu commença à préparer des petits sandwichs que Rémi emportait lors de ses visites matinales, parfois ajoutant un thermos de chocolat chaud quand l'automne normand apportait ses premières fraîcheurs. « Il paraît que Moreau a engagé un nouveau dresseur », mentionna-t-elle un soir pendant le dîner. Un certain Martinez, réputé pour ses méthodes efficaces. Le visage de Rémi se crispa. Il connaissait ce genre d'euphémisme. Efficace signifiait souvent brutal, impitoyable. Le lendemain matin, il trouva Tonnerre agité, nerveux. L'étalon piaffait dans son box, secouant sa tête comme pour chasser une douleur invisible. Quand il s'approcha des barreaux, Rémi aperçut avec horreur des marques rougeâtres sur le flanc du cheval, traces de cravache ou d'éperon. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-il, la gorge nouée par la colère. Tonnerre recula brusquement quand Rémi leva la main, comme craignant un nouveau coup. Cette réaction, si semblable à la sienne face au mouvement brusque de Marcel, provoqua chez l'adolescent une vague de compassion douloureuse. « Je sais, » dit-il doucement. « Je sais exactement ce que tu ressens. » Dans un geste impulsif, Rémi releva lentement sa chemise, révélant le réseau de cicatrices qui zébrait son dos, souvenirs indélébiles des leçons de son beau-père. « Je les porte aussi, » continua-t-il, la voix tremblante. « Les marques de ceux qui devaient prendre soin de nous. » Quelque chose dans cette vulnérabilité partagée sembla toucher Tonnerre. Le grand cheval s'immobilisa, ses yeux sombres fixés sur Rémi avec une intensité nouvelle. Puis, lentement, il s'approcha de nouveau des barreaux. Rémi, le cœur battant, tendit une main tremblante. L'instant parut s'étirer indéfiniment. Puis, dans un mouvement d'une douceur infinie, Tonnerre avança son museau et le pressa contre les doigts du garçon. Ce premier contact volontaire, si simple et pourtant si miraculeux,
fit monter des larmes aux yeux de Rémi. Elles coulèrent silencieusement sur ses joues, tandis qu'il caressait avec précaution l'encolure puissante, ses doigts s'enfonçant dans le pelage noir et brillant. « Nous sommes pareils, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il. Deux survivants. Dans les jours qui suivirent, leur relation franchit un cap décisif. Rémi ne se contentait plus de s'asseoir devant le box. Désormais, Tonnerre l'autorisait à entrer, à le brosser, à rester près de lui. Jamais l'adolescent n'essayait de le diriger ou de le contraindre. Leur relation se construisait sur un respect mutuel, une reconnaissance partagée de la douleur de l'autre. Un matin, Rémi arriva plus tôt que d'habitude, fuyant un cauchemar où Marcel l'avait retrouvé. Épuisé émotionnellement, il s'assit simplement dans la paille du box, s'adossant au mur. Tonnerre, percevant sa détresse, s'approcha et, dans un geste d'une tendresse surprenante, se coucha près de lui, offrant la chaleur de son corps comme réconfort. C'est dans cette position, Rémi appuyé contre Tonnerre, le cheval reposant paisiblement, la tête proche du garçon, que Bernard, l'administrateur de Moreau, les découvrit par hasard en passant devant la fenêtre du bureau. Il s'arrêta net, bouche bée devant ce tableau improbable. Incrédule, il frotta ses lunettes, persuadé d'être victime d'une hallucination. Mais non, l'image demeurait. Le terrible Tonnerre, cauchemar des palefreniers, dormait paisiblement à côté d'un adolescent inconnu, dans une posture d'abandon confiant qu'il n'avait jamais montré depuis la mort d'Antoine. Bernard hésita. Son devoir était d'alerter immédiatement M. Moreau. Mais quelque chose dans cette scène, sa beauté tranquille, peut-être, ou l'évidente harmonie entre ces deux êtres, le retint momentanément. Finalement, le sens du devoir l'emporta. Il saisit son téléphone, composa le numéro de son employeur, sachant parfaitement que cette révélation changerait tout. « Monsieur Moreau, c'est Bernard. Je dois vous informer d'une situation inhabituelle concernant Tonnerre. Vous ne croirez jamais ce que je viens de voir. » Bernard raccrocha le téléphone, le visage pâle. La voix froide de Moreau résonnait encore dans son esprit. « Je prends ma voiture immédiatement. Cette situation est inacceptable. » Il jeta un dernier regard à travers la fenêtre. Le garçon et le cheval n'avaient pas bougé, partageant une paix qui semblait venue d'un autre monde. Bernard soupira. En 20 ans au service de Jean-Pierre Moreau, il n'avait jamais osé le contrarier, mais ce qu'il venait de voir défiait tout ce qu'il croyait savoir sur les animaux. Le lendemain matin, une Bentley Continental noire franchit les grilles de la propriété, soulevant des nuages de poussière sur l'allée gravillonnée. Jean-Pierre Moreau en descendit, costume 3 pièces impeccable malgré le trajet depuis Paris. Son visage anguleux trahissait l'irritation. « Où est-il, ce prétendu miracle ?» demanda-t-il sèchement à Bernard qui l'attendait sur le perron. « Ils sont généralement ensemble à l'aube, monsieur. J'ai préféré ne pas intervenir pour que vous puissiez constater par vous-même. » Moreau consulta sa montre en platine. « 6h20. Allons voir ce gamin qui croit pouvoir s'approprier mon investissement. » Les deux hommes se dirigèrent vers un petit bois bordant la propriété, offrant une vue discrète sur le paddock attenant à l'écurie. Dissimulés derrière un bouquet de noisetiers, ils attendirent en silence. La porte de l'écurie s'ouvrit doucement. Rémi émergea le premier, suivi, à la stupéfaction de Moreau, par Tonnerre, sans licol, sans longe, sans aucun équipement de contrôle. Le cheval suivait simplement l'adolescent, à distance respectueuse mais constante. « C'est impossible », murmura Moreau, les yeux écarquillés. Dans le paddock matinal, baigné de brume légère, Rémi s'arrêta au centre. Il fit un geste à peine perceptible de la main. Tonnerre s'immobilisa. Le garçon s'éloigna de quelques pas, puis se retourna. Un autre mouvement subtil des doigts, et l'étalon s'approcha, s'arrêtant précisément à 1 mètre de lui. « Comment fait-il ça ?» souffla Moreau. « J'ai engagé les meilleurs dresseurs d'Europe. » Bernard secoua la tête, aussi perplexe que son patron. « Je l'observe depuis 3 jours. Il ne donne jamais d'ordre, ne crie jamais. Il parle au cheval. Parfois joue de la musique. C'est comme s'il se comprenait sans mots. » La séance continua, révélant une chorégraphie silencieuse entre l'adolescent et l'animal. Tonnerre suivait Rémi comme une ombre, s'arrêtant quand il s'arrêtait, tournant quand il tournait. Pas une fois le garçon n'éleva la voix ou utilisa la force, juste des gestes minimalistes, des regards, une présence.
Moreau sentit une colère froide l'envahir. Ce vagabond, ce gamin sorti de nulle part, réussissait là où des professionnels avaient échoué. Il interprétait cela comme une humiliation personnelle. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il, la mâchoire crispée. « Il travaille chez vos voisins, les Beaulieu, à la fromagerie. »« Les Beaulieu », répéta Moreau avec mépris. « Ces fabricants de fromage qui empestent toute la région. » 1 heure plus tard, la Bentley de Moreau s'arrêtait devant la modeste demeure des Beaulieu. Il frappa à la porte avec l'assurance d'un homme habitué à ce que le monde s'incline devant lui. Madame Beaulieu ouvrit, son tablier encore maculé de petits laits. Son sourire s'évanouit en reconnaissant le visiteur. « Monsieur Moreau, quelle surprise !»« Je ne suis pas venu pour échanger des politesses », coupa-t-il sèchement. « Faites entrer votre mari, nous devons parler. » Dans la cuisine rustique des Beaulieu, Moreau refusa le café proposé, restant debout alors que le couple s'asseyait à la table en chêne massif. « Vous permettez qu'un vagabond envahisse ma propriété et interfère avec mon animal de valeur ?» attaqua-t-il sans préambule. « Si vous ne renvoyez pas immédiatement ce garçon, je vous poursuivrai pour intrusion et complicité. » Madame Beaulieu pâlit, mais son mari, habituellement si placide, se leva lentement, faisant face à Moreau. Le garçon a un nom, Moreau. Il s'appelle Rémi. Et il a fait plus pour cet animal en quelques semaines que tous vos dresseurs coûteux en plusieurs mois. Moreau eut un rire sec. « Ne me parlez pas de chevaux, Beaulieu. Vous ne connaissez que les vaches et le lait caillé. Ce garçon est-il au moins déclaré? Avez-vous vérifié son identité? Je pourrais facilement alerter l'inspection du travail sur l'emploi illégal d'un mineur. »« Est-ce des menaces ?» demanda M. Beaulieu, ses mains calleuses serrées en poing. « Disons, un avertissement amical entre voisins. » Moreau ajusta ses manchettes en platine. « Oh, et serait-il indiscret de demander si vos installations respectent toutes les normes sanitaires européennes? Ce serait dommage qu'une inspection surprenne des irrégularités dans votre production. » Madame Beaulieu posa une main apaisante sur le bras de son mari. « Rémi est sous notre responsabilité maintenant, monsieur Moreau. Il n'a fait de mal à personne. Ce garçon interfère avec ma propriété. Renvoyez-le, ou vous en subirez les conséquences. » La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Rémi se tenait là, le visage pâle, ayant manifestement entendu la conversation. « Je partirai, » dit-il doucement. « Je ne veux pas causer de problème aux Beaulieu. Je suis habitué à continuer ma route. » Madame Beaulieu se leva d'un bond. « Tu n'iras nulle part, mon garçon. Cette maison est la tienne maintenant. » Elle se tourna vers Moreau, une détermination nouvelle dans son regard habituellement doux. « Monsieur Moreau, je vous suggère de quitter notre domicile. Immédiatement. » L'homme d'affaires sourit froidement. « Très bien, nous verrons qui tiendra le plus longtemps. » Il se dirigea vers la sortie, s'arrêtant près de Rémi. « Quant à toi, reste loin de mon cheval. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Après son départ, un silence pesant envahit la cuisine. Rémi s'effondra sur une chaise, tremblant légèrement. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Tout ça est ma faute. » Madame Beaulieu s'agenouilla près de lui. « Rémi, regarde-moi. Cet homme est habitué à tout contrôler avec son argent. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Il va vous créer des ennuis. Nous avons connu pire, » affirma M. Beaulieu en posant une main sur l'épaule du garçon. « Mais je crois qu'il est temps que tu nous dises toute la vérité sur ton passé. Nous ne pourrons pas t'aider complètement sans savoir ce que tu fuis. » Ce soir-là, assis dans le salon modeste des Beaulieu, Rémi leur révéla enfin son histoire. La mort de sa mère Élise, emportée par une pneumonie quand il avait 12 ans. L'arrivée de Marcel dans sa vie, d'abord charmant avec les services sociaux, puis transformé en tortionnaire une fois les portes fermées. Les coups, les humiliations, les nuits de terreur. La dernière fois, dit-il en effleurant inconsciemment la petite cicatrice au-dessus de son œil gauche. Il avait perdu son travail. Il avait bu plus que d'habitude. Je suis rentré 5 minutes après l'heure fixée et... Sa voix se brisa. Madame Beaulieu essuya discrètement une larme. Il m'a frappé avec sa boucle de ceinture. Quand je suis tombé, il a continué avec ses poings. J'ai cru qu'il allait me tuer cette fois. Mon Dieu, murmura Madame Beaulieu. L'assistante sociale était déjà venue 3 fois. Elle ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Marcel savait mentir, pleurer même quand il fallait. Alors j'ai décidé que je ne survivrais pas à une 4e correction. Monsieur Beaulieu se leva, visiblement ému.
Tu as fait ce qu'il fallait, garçon. Et tant que nous serons là, personne ne te renverra dans cet enfer. » Le lendemain, la petite communauté normande commença à montrer subtilement son soutien aux Beaulieu et à Rémy. Le boulanger oublia soudain de facturer leur pain quotidien. Le facteur égara mystérieusement une lettre recommandée adressée à la fromagerie, portant l'entête des services vétérinaires. Les agriculteurs voisins proposèrent spontanément leur aide pour diverses tâches. 2 jours plus tard, le docteur Fournier se présenta à la fromagerie, une épaisse enveloppe à la main. « J'ai contacté un confrère à Lyon », expliqua-t-il en déposant l'enveloppe sur la table. Il a pu obtenir discrètement les dossiers médicaux de Rémy. 3 visites aux urgences en 2 ans. Côte fracturée, contusions multiples, traumatisme crânien léger, tout est documenté. Si Moreau veut la guerre, nous aurons des munitions. Pendant ce temps, Rémy continuait ses visites à Tonnerre, bien que plus discrètement. Le cheval semblait sentir la tension qui habitait le garçon, se montrant particulièrement doux et attentif. Un soir, alors que le soleil normand dessinait des ombres allongées sur le pré, Rémy s'assit simplement dans l'herbe, épuisé par l'angoisse. « J'ai peur qu'il nous sépare », confia-t-il à Tonnerre qui broutait paisiblement à ses côtés. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester ici. » L'étalon releva la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Il s'approcha lentement et vint frotter son museau contre l'épaule de Rémy, dans un geste de réconfort étonnamment humain. Ce soir-là, un événement extraordinaire se produisit. Alors que le docteur Fournier et madame Beaulieu observaient discrètement depuis la lisière du bois, Tonnerre s'approcha de Rémy et, dans un geste de confiance absolue, s'agenouilla volontairement devant lui. Cette posture, rarissime chez un cheval, représentait l'ultime abandon, l'invitation à monter sans contrainte. Rémy, comprenant la signification profonde de ce geste, caressa longuement l'encolure puissante avant de se hisser doucement sur le dos du cheval. Sans selle, sans bride, sans rien pour le diriger, Tonnerre se releva délicatement, attentif à maintenir son équilibre. « C'est incroyable », chuchota le docteur Fournier, sortant discrètement son téléphone portable pour immortaliser ce moment historique. « En 40 ans à soigner des chevaux, je n'ai jamais rien vu de pareil. » La photo prise par le docteur Fournier circula d'abord discrètement. Dans le café du village, le lendemain matin, il la montra à 3 éleveurs de chevaux qui sirotaient leur café calva matinal. Leurs réactions passèrent de l'incrédulité au respect silencieux. « Pas de corde, pas de bride », murmura Claude Meunier, propriétaire d'un petit haras à 2 kilomètres de là. « Et ce n'est pas un cheval dressé qui obéit, c'est un animal qui choisit de faire confiance. La différence est énorme. Le gamin n'a aucune technique classique, » ajouta Pierre Lemaître, ancien jockey reconverti en entraîneur. « Regarde sa position, ses mains. Il ne contrôle pas l'animal, il communique avec lui. » La photo passa de main en main, puis de téléphone en téléphone. En moins de 48 heures, elle avait fait le tour des écuries normandes, accompagnée de commentaires mi-admiratifs, mi-incrédules. Ce fut ainsi qu'elle atterrit sur la tablette de Philippe Lefebvre pendant son petit déjeuner. À 78 ans, le patriarche de la plus respectée famille d'éleveurs de Normandie gardait encore une acuité visuelle remarquable, mais il ne put s'empêcher de saisir sa loupe pour mieux examiner l'image. « Fascinant », murmura-t-il en observant la scène. Pas de peur dans les yeux du cheval, pas de tension dans sa posture. Il zooma sur le visage de Rémy. « Et ce garçon, ce n'est pas de la technique, c'est quelque chose de plus profond. » Lefebvre reposa sa tasse de café, l'esprit ailleurs. Les dernières nouvelles concernant Tonnerre lui étaient parvenues comme à tous les passionnés de chevaux de la région. L'accident tragique, puis les rumeurs de comportements incontrôlables, la succession de dresseurs renvoyés. Et maintenant, cette image improbable. Au même moment, Rémy se dirigeait vers l'écurie de Moreau, le cœur léger malgré les menaces de la veille. La connexion qu'il avait établie avec Tonnerre représentait la première relation véritablement sincère qu'il avait connue depuis la mort de sa mère. Il ne pouvait pas y renoncer, quelles qu'en soient les conséquences. Mais à l'approche du bâtiment, il se figea. 2 hommes en uniforme noir montaient la garde devant l'entrée principale. Sur leur veste, un écusson portait la mention « Sécurité Moreau Industrie ».
L'un d'eux remarqua Rémi et s'avança, menaçant. « Le monsieur Moreau a laissé des instructions spécifiques », annonça-t-il froidement. « Personne n'entre sans autorisation, et surtout pas toi. » Rémi recula, cherchant désespérément une autre entrée. Il contourna l'écurie, mais chaque accès était surveillé. Un énorme cadenas neuf verrouillait la porte arrière qu'il utilisait habituellement. « Tonnerre !» appela-t-il doucement, espérant que le cheval l'entendrait. De l'intérieur du bâtiment parvint un hennissement aigu, suivi d'un bruit de sabots frappant violemment les parois du box. Tonnerre l'avait entendu. « Dégage, gamin !» lança un autre garde en surgissant au coin du bâtiment. « Monsieur Moreau n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. La prochaine fois, on appellera les gendarmes. » Rémi s'éloigna à contre-cœur, le cœur serré par l'impuissance. Dans sa tête résonnait encore le hennissement désespéré de Tonnerre, comme un appel à l'aide qu'il ne pouvait honorer. De retour à la fromagerie, il trouva monsieur Beaulieu qui l'attendait dans la cour, les traits tirés. « Moreau ne perd pas de temps », dit le vieil homme en posant une main sur l'épaule de Rémi. « Il est passé à la mairie ce matin. Il a parlé au maire de régularisation sanitaire concernant notre fromagerie, puis a mentionné un mineur en situation irrégulière. » Rémi pâlit. « Je devrais partir. Je vous cause trop d'ennuis. »« Certainement pas, » trancha monsieur Beaulieu. « Il ne peut pas maintenir ses gardes éternellement. Tôt ou tard, il commettra une erreur. » Dans les jours qui suivirent, l'état de Tonnerre se détériora rapidement. Les palefreniers rapportèrent à Bernard que le cheval refusait de s'alimenter, hennissait constamment et reprenait ses comportements agressifs envers quiconque tentait de l'approcher. « Il n'a pas touché à son avoine depuis 3 jours, monsieur », expliqua l'un d'eux par téléphone. « Il ne fait que regarder vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. » Bernard, mal à l'aise, hésita avant de transmettre ces informations à Moreau. Le comportement de son patron ces derniers jours le troublait profondément. Cette obsession à séparer l'animal du garçon semblait irrationnelle, même pour un homme aussi orgueilleux que Jean-Pierre Moreau. « Tonnerre perd du poids, monsieur », finit-il par admettre lors de leur appel quotidien. Le vétérinaire s'inquiète. Il redevient violent, comme après l'accident. « Ce n'est qu'une phase », répondit sèchement Moreau depuis son bureau parisien. « Les animaux oublient vite. Doublez sa ration d'avoine. » « Il ne mange rien, monsieur. Il hennit constamment, comme s'il appelait quelqu'un. » Il y eut un silence au bout de la ligne. « Maintenez-le en vie et présentable jusqu'au salon équestre », ordonna finalement Moreau. « Après ça, ce sera le problème du Cher. » Pendant ce temps, Madame Beaulieu menait sa propre enquête. Inquiète du passé nébuleux de Rémi et des menaces de Moreau concernant sa situation légale, elle avait contacté discrètement les services sociaux de Lyon. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes. Oui, multiples signalements pour coups et blessures, lui confirma au téléphone une assistante sociale compréhensive. 3 visites aux urgences en 2 ans. Fracture des côtes, hématome au visage, traumatisme crânien léger. Le beau-père a toujours nié, prétendant que le garçon était difficile et sujet aux accidents. « Et vous n'avez rien fait ?» demanda Madame Beaulieu, indignée. Un soupir fatigué lui répondit. « Nous avons fait ce que nous pouvions avec des ressources limitées et un système surchargé. La dernière fois, nous avions prévu un placement d'urgence, mais Rémi a disparu avant. »« Je vois, » murmura Madame Beaulieu. « Pourriez-vous m'envoyer des copies de ces rapports? Nous essayons de protéger ce garçon, mais un homme puissant menace d'utiliser sa situation contre lui. » Le lendemain matin, M. Beaulieu revint du village avec le journal local et une expression grave. Il le déposa silencieusement devant Rémi qui déjeunait. « Page 3 », dit-il simplement. L'article, encadré et accompagné d'une photo de Tonnerre lors de ses jours de gloire, annonçait un événement mondain. Leila exclusive, le célèbre étalon Tonnerre bientôt sous pavillon qatari. Jean-Pierre Moreau organise une vente privée lors de la foire agricole de Deauville la semaine prochaine. Le cheikh Al-Thani, grand collectionneur de pur-sang arabe, serait le principal intéressé. Rémi sentit son sang se glacer. « 1 semaine, murmura-t-il. Ils vont l'emmener dans 1 semaine. »« C'est ce Moreau qui devrait être dans un box, » grommela M. Beaulieu. « Utiliser ainsi un animal pour son prestige ? Tonnerre ne survivra pas à un nouveau traumatisme, » dit Rémi, la voix tremblante. « Il a déjà perdu Antoine. Maintenant, il va perdre son territoire,
être expédié dans un pays étranger. Il faut faire quelque chose, insista Madame Beaulieu en posant le journal. Ce cheval mourra sans toi, Rémi. Mais que puis-je faire? Demanda l'adolescent, sentant le poids de son impuissance face à l'argent et au pouvoir de Moreau. Je ne suis qu'un garçon sans rien. Monsieur Beaulieu posa ses mains calleuses sur les épaules de Rémi. Tu as plus que tu ne l'imagines. Tu as la vérité de ton côté. Et en Normandie, la vérité sur les chevaux signifie encore quelque chose. Cet après-midi-là, un visiteur inattendu se présenta à la fromagerie. Une élégante Citroën DS d'époque, parfaitement entretenue, s'arrêta dans la cour. Philippe Lefebvre en descendit péniblement, s'appuyant lourdement sur sa canne sculptée à tête de cheval. « Monsieur Beaulieu », salua-t-il avec la dignité d'un autre temps. « Je cherche le jeune homme qui a établi un lien avec Tonnerre. » Rémi, qui observait depuis la porte de l'atelier, s'avança timidement. Malgré son âge avancé, Lefebvre dégageait une autorité naturelle qui imposait le respect. « Mon grand-père élevait des chevaux pour Napoléon III », commença Lefebvre après les présentations, assis dans le petit salon des Beaulieu. « Il m'a enseigné qu'il existe une magie ancienne entre certains hommes et certains chevaux. Un langage silencieux qui ne peut pas s'apprendre, seulement naître. Tu possèdes ce don, garçon. » Rémi rougit légèrement. « Je ne fais rien de spécial, monsieur. Je lui parle. C'est tout. »« Et il t'écoute, » affirma Lefebvre. « C'est précisément cela le miracle. » Il sortit sa tablette et afficha la photo prise par le docteur Fournier. « Explique-moi comment ceci est possible. Comment as-tu réussi là où tous les professionnels ont échoué ?» Rémi observa l'image qui les montrait, Tonnerre et lui, dans ce moment parfait de confiance mutuelle. Le cheval, fier et puissant, s'abandonnant volontairement à sa présence. Lui-même, frêle silhouette sur ce dos immense, sans aucun équipement de contrôle. « Ce n'est pas une question de technique ou de domination, » répondit-il simplement, les yeux toujours fixés sur la photo. « C'est une question de reconnaissance. Nous savons tous les deux ce que c'est d'être brisé puis jeté comme inutile. » Ces mots firent naître une expression étrange sur le visage ridé de Lefebvre. Il hocha lentement la tête, comme si Rémi venait de confirmer une théorie longuement méditée. « J'ai un plan pour sauver ton ami, » déclara-t-il finalement, « mais nous aurons besoin de courage et de l'aide de Tonnerre. » Les jours suivants, une résistance silencieuse s'organisa contre les manœuvres de Moreau. Philippe Lefebvre utilisa son influence considérable pour mobiliser la communauté équestre normande. Des coups de téléphone discrets furent échangés, des promesses de présence à la foire agricole furent faites. Pendant ce temps, Madame Beaulieu rencontra son contact aux services sociaux dans un café de Deauville. « Ces documents prouvent qu'il a fui des abus graves », expliqua-t-elle en montrant le dossier. « Selon la loi française, il a droit à protection, pas à persécution. » La veille du jour fatidique, alors que Rémi sombrait dans le désespoir de ne pouvoir approcher Tonnerre malgré plusieurs tentatives, un jeune garçon qu'il ne connaissait pas l'interpella sur le chemin du retour. « T'es Rémi » demanda-t-il en regardant nerveusement autour de lui. « Oui » répondit Rémi, surpris. Le garçon lui tendit discrètement une enveloppe. « Une dame m'a demandé de te donner ça. J'ai pas vu qui c'était. » L'enfant disparut aussitôt, laissant Rémi intrigué. L'enveloppe contenait un simple morceau de papier avec ces mots griffonnés. « Les gardes changent de car à minuit. 15 minutes sans surveillance. C'est peut-être ta dernière chance de dire adieu. » Cette nuit-là, le cœur battant, Rémi attendit que l'horloge de l'église sonne les 12 coups de minuit. Il se glissa ensuite dans l'obscurité, connaissant chaque recoin, chaque raccourci à travers les champs séparant la fromagerie de la propriété de Moreau. Comme promis, à minuit précis, il vit les 2 gardes quitter leur poste, remplacés 15 minutes plus tard par l'équipe de nuit. Cette fenêtre d'opportunité lui permit de se faufiler jusqu'à l'écurie par le portail latéral, miraculeusement déverrouillé comme annoncé. À l'intérieur, l'odeur familière de foin et de cuir l'accueillit. Il avança silencieusement jusqu'au box de Tonnerre, le cœur serré d'appréhension après ces jours de séparation forcée. Ce qu'il vit lui brisa le cœur. Tonnerre, autrefois si majestueux, semblait amaigri, son pelage terne. Mais lorsque l'étalon perçut sa présence, une transformation s'opéra. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux frémirent.
Il émit un petit hennissement de reconnaissance qui ressemblait presque à un sanglot humain. Rémi ouvrit la porte du box et Tonnerre se précipita vers lui, pressant son museau contre sa poitrine comme un enfant retrouvant sa mère après une longue absence. « Je suis venu te chercher, mon ami », chuchota Rémi, les larmes aux yeux, caressant l'encolure puissante. « Mais j'aurais besoin de ton courage. » Tandis que Moreau dormait dans sa luxueuse villa parisienne, rêvant des millions qu'il obtiendrait pour son cheval problématique, Rémi et Tonnerre galopaient librement à travers les champs de Normandie, unis par un pacte silencieux qu'aucun contrat ne pourrait briser. Les sabots de Tonnerre martelaient le sol détrempé par la rosée nocturne, chaque foulée les éloignant davantage de l'écurie de Moreau. Rémi, penché sur l'encolure puissante, sentait sous lui les muscles tendus par l'effort et l'excitation de cette liberté retrouvée. Le vent frais de la nuit normande fouettait son visage, emportant avec lui les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Plus loin, murmurait-il à l'oreille dressée du cheval. Encore un peu plus loin. Ils galopèrent ainsi pendant près d'une heure, traversant des pâturages endormis, longeant des haies d'aubépines, franchissant de petits ruisseaux dont l'eau éclaboussait leurs jambes. Finalement, ils atteignirent une vieille cabane de chasse abandonnée sur les terres de Philippe Lefebvre, exactement là où le vieil homme avait indiqué qu'il trouverait refuge. Rémi démonta avec précaution, ses jambes flageolantes après cette chevauchée intense. Tonnerre, malgré son épuisement, semblait transfiguré. Ses naseaux dilatés aspiraient goulûment l'air libre, ses oreilles pivotaient dans toutes les directions, captant les sons de la forêt nocturne sans la moindre trace de la nervosité qui le caractérisait dans son box. « Te voilà redevenu toi-même », murmura Rémi en caressant son chanfrein. À l'intérieur de la cabane rustique, Lefebvre avait fait déposer discrètement une botte de foin frais, un seau d'eau claire et quelques pommes. Rémi étala la paille dans un coin pour Tonnerre et s'assit contre le mur, enveloppé dans une couverture laissée à son intention. Le cheval vint s'allonger près de lui, sa respiration se calmant progressivement. « Demain sera un autre jour », chuchota Rémi en partageant une pomme avec son ami. « Je ne sais pas ce que M. Lefebvre a prévu, mais je te promets une chose. Personne ne nous séparera plus. » L'aube les trouva endormis côte à côte, le garçon recroquevillé contre le flanc du grand étalon noir. Ce fut le bruit d'une canne frappant doucement la porte qui les réveilla. Philippe Lefebvre entra, portant un panier contenant du pain, du fromage et des fruits. « Bien joué, mon garçon », dit-il en observant Tonnerre qui, étonnamment, ne manifestait aucune inquiétude face à ce visiteur inconnu. « Il semble que ton ami ait passé une bonne nuit. »« Merci pour tout ceci », répondit Rémi en désignant les provisions. « Mais que se passe-t-il à l'écurie de Moreau? Ils doivent déjà avoir découvert la disparition de Tonnerre. » Un sourire malicieux éclaira le visage ridé du vieil homme. « Oh, c'est la panique, comme tu peux l'imaginer. J'ai mes informateurs. Bernard a appelé Moreau à 5 heures ce matin. Il paraît que notre cher voisin a brisé son téléphone de rage. » Rémi pâlit. « Il va me faire arrêter pour vol. Et vous aussi, pour complicité. » Lefebvre s'assit sur une caisse retournée, caressant pensivement le pommeau en forme de tête de cheval de sa canne. « Fuir n'est pas la solution, Rémi. J'ai vu trop de beauté dans votre connexion pour la laisser disparaître dans la clandestinité. Mais que pouvons-nous faire? Tonnerre lui appartient légalement. La loi des hommes, oui. Mais il existe des lois plus anciennes concernant les chevaux et leurs gardiens. » Lefebvre se pencha en avant. « Voici mon plan. Aujourd'hui s'ouvre la foire agricole de Deauville. Toute la communauté équestre normande y sera présente, ainsi que des acheteurs du monde entier. » Il expliqua alors son audacieuse stratégie. Au lieu de fuir, ils allaient se présenter publiquement à la foire, dans le champ adjacent au pavillon officiel où Moreau prévoyait son Leila privé. Là, devant témoins, Rémi et Tonnerre démontreraient leur connexion unique, obligeant ainsi Moreau à un affrontement en terrain favorable. « C'est risqué, » admit Lefebvre, « mais j'ai passé ma vie à juger les chevaux. Et ce que j'ai vu sur cette photo, » il désigna l'image sur son téléphone. « C'est plus précieux que n'importe quel pédigré. » Rémi caressa l'encolure de Tonnerre, pensif. L'animal le regardait avec ses yeux profonds qui semblaient comprendre chaque mot. « Tu en penses quoi, mon ami? Prêt à montrer ce que nous valons ?» Comme pour répondre, Tonnerre frappa doucement le sol de son sabot avant. À la même heure, la foire agricole de Deauville s'éveillait dans l'effervescence.
Des ouvriers installaient les dernières décorations aux couleurs traditionnelles de la Normandie. Le rouge et or. Dans une structure élégante, isolée des stands ordinaires par des cordons de velours, des serveurs en gilet noir disposaient des flûtes de champagne sur des plateaux d'argent. Des catalogues luxueux, détaillant l'impressionnante lignée de Tonnerre, attendaient sur des guéridons en acajou. « Le Cher arrive à 14 heures précises », ordonnait un organisateur à son équipe. Monsieur Moreau insiste pour que tout soit parfait. Mais dans les écuries de Moreau, c'était le chaos. Bernard, livide, tentait de calmer son employeur qui venait d'arriver en trombe de Paris. Comment un cheval de cette taille peut-il simplement disparaître ? Vociférait Moreau, son costume sur mesure froissé par le trajet précipité. Et ces gardes que je paye une fortune, à quoi servent-ils ? Les caméras de surveillance ont été désactivées pendant exactement 17 minutes, monsieur, balbutia le chef de la sécurité. Une panne de secteur très localisée. Une panne ? Le rire de Moreau était glacial. Dans ce trou perdu, tout le monde se connaît. C'est un complot. Trouvez-moi ce vagabond et mon cheval immédiatement. À midi, Moreau, ayant retrouvé son calme apparent mais bouillonnant intérieurement, accueillait ses premiers invités au pavillon d'enchères. Le cheikh Al-Thani n'était pas encore arrivé, mais d'autres acheteurs potentiels circulaient déjà, admirant les photos de Tonnerre et ses trophées exposés sous verre. Un petit contretemps technique, expliquait Moreau avec un sourire forcé. L'animal est en préparation spéciale pour la présentation. Pendant ce temps, dans le champ adjacent au recinto officiel, un phénomène étrange se produisait. Des fermiers en habits du dimanche, des fromagers en tabliers fraîchement repassés, des boulangers, des pêcheurs, le peuple ordinaire de Normandie, convergeait lentement vers cet espace ouvert. Il s'installait tranquillement, formant un vaste cercle, comme pour un spectacle improvisé. Au centre de cette arène naturelle, Philippe Lefebvre se tenait droit malgré son âge, accompagné de Madame Beaulieu et du maire de Deauville, visiblement mal à l'aise. « Monsieur le maire, disait Lefebvre, je comprends vos inquiétudes. Mais certaines choses transcendent la politique. Ce que vous allez voir aujourd'hui fait partie de l'âme de notre région. Le maire, tiraillé entre son allégeance à Moreau et le respect dû à Lefebvre, se contentait de hocher la tête nerveusement. À 14 heures précises, alors que le cheikh Al-Thani faisait son entrée dans le pavillon de Moreau, un murmure parcourut la foule rassemblée dans le champ. Tous les regards se tournèrent vers l'horizon où deux silhouettes venèrent d'apparaître. Rémy, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise blanche empruntée à M. Beaulieu, montait Tonnerre sans selle ni bride. Les talons avançaient majestueusement, sa robe noire luisant au soleil, sa démarche assurée contrastant radicalement avec la nervosité qu'il manifestait habituellement. Un silence absolu s'abattit sur l'assemblée improvisée. Puis, comme s'il sentait l'importance du moment, Tonnerre s'arrêta au centre exact du cercle humain. Rémy se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. L'animal piaffa légèrement, puis entama une série de mouvements que seuls les chevaux les mieux dressés pouvaient exécuter. Un passage parfait, souffla un ancien dresseur de l'école de Saumur. Sans aucune aide visible. C'est magique, compléta une vieille femme à ses côtés. Car c'était bien de magie qu'il s'agissait. Rémy ne commandait pas, il suggérait. Tonnerre ne subissait pas, il proposait. Leur danse était un dialogue silencieux, une communion entre deux êtres qui se comprenaient au-delà des mots. La foule, d'abord silencieuse, commença à applaudir doucement, puis avec plus d'enthousiasme à chaque nouvelle figure. Des smartphones se levaient pour immortaliser ce moment extraordinaire, ces images de liberté consentie remplaçant celles de soumission forcée. Le bruit attira l'attention des invités du pavillon voisin. Intrigué par cette agitation, le cheikh Al-Thani s'approcha de la fenêtre, suivi par Moreau qui tentait désespérément de maintenir son attention sur les documents de vente. « Qu'est-ce que cette commotion, Jean-Pierre » demanda poliment le cheikh. Moreau allait répondre quand son regard tomba sur la scène dans le champ. Son visage se décomposa. Là, devant des centaines de témoins, se trouvait son précieux investissement, monté par ce garçon qu'il avait tant méprisé. « C'est une attraction locale sans importance », balbutia-t-il. Si nous pouvions revenir au... Mais le cheikh, fasciné, s'était déjà dirigé vers la sortie, suivi par les autres invités tout aussi curieux. Dans le cercle,
Rémi conduisait Tonnerre dans une dernière figure, plus audacieuse encore que les précédentes. Puis, dans un geste qui provoqua un hoquet collectif, il glissa simplement du dos du cheval et s'éloigna de plusieurs mètres. Face à Tonnerre, il tendit la main, paume ouverte. Une invitation, pas un ordre. Le choix. L'étalon resta immobile, son regard intense fixé sur Rémi. La foule retenait son souffle. Même la brise semblait s'être arrêtée. C'était plus qu'un test de dressage. C'était une question existentielle posée devant témoins. À qui appartient réellement un être vivant? Puis, dans un mouvement d'une grâce infinie, Tonnerre s'élança vers Rémi, ignorant complètement les appels furieux de Moreau qui avaient émergé du pavillon. L'étalon s'arrêta juste devant le garçon, pressant doucement sa tête contre sa poitrine dans un geste d'une tendresse bouleversante. La foule explosa en applaudissements. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Philippe Lefebvre hochait la tête avec satisfaction, comme si une prophétie ancienne venait de s'accomplir sous ses yeux. Moreau, livide, fendit la foule, suivi par des gardes de sécurité. « C'est du vol !» hurla-t-il en avançant furieusement. « Cet animal m'appartient légalement !» Cette nuit-là, sous le clair de lune normand, tandis que Moreau dormait dans son manoir parisien en rêvant aux millions qu'il recevrait pour le cheval problématique, Rémi et Tonnerre galopaient à travers les champs de Normandie. Une fuite désespérée qui pourrait leur coûter tout, mais qui, en cet instant, avec le vent sur le visage et la liberté dans les sabots, semblait le seul choix possible. L'aube se levait sur la foire agricole de Deauville, teintant le ciel de rose et d'or. Les premiers exposants s'affairaient déjà, installant leurs stands et préparant leurs produits. Dans le pavillon élégant réservé aux enchères de Moreau, des décorateurs donnaient les dernières touches, disposant des arrangements floraux coûteux et lustrant les surfaces déjà étincelantes. Des catalogues luxueux présentant la lignée royale de Tonnerre étaient empilés avec soin sur une table en acajou, tandis que des bouteilles de champagne millésimées refroidissaient dans des seaux en argent. Pendant ce temps, dans l'écurie de Moreau, c'était la panique. Bernard, le visage livide, découvrait le box vide, la porte grande ouverte. Il ordonna immédiatement aux gardes de sécurité de fouiller la propriété. Mais il savait déjà au fond de lui que c'était inutile. « Prévenez Monsieur Moreau », dit-il finalement au chef de la sécurité. « Mais préparez-vous à sa colère. » L'appel fut aussi terrible qu'il l'avait anticipé. La voix de Moreau, d'abord incrédule puis furieuse, résonna si fort dans le téléphone que Bernard dut l'éloigner de son oreille. Comment un animal de cette taille peut-il simplement disparaître? Avez-vous vérifié les caméras? Elles ont été désactivées pendant précisément 17 minutes, monsieur. Une coupure de courant très localisée. Je serai là dans 2 heures. Trouvez-moi ce cheval et ce gamin avant mon arrivée, ou vous pourrez tous chercher un nouvel emploi. La Bentley de Moreau arriva dans un nuage de poussière 1h30 plus tard. L'homme d'affaires en descendit, son costume habituellement impeccable froissé par le trajet précipité depuis Paris. Son visage trahissait une colère à peine contenue. « Aucune trace », annonça Bernard, s'attendant presque à recevoir un coup. « Nous avons envoyé des hommes dans toutes les directions. » Moreau serra les poings. « Le Leila commence dans 6 heures. Le cheikh Altani et ses conseillers arrivent spécialement pour voir Tonnerre. Avez-vous la moindre idée du scandale si je dois annoncer que mon cheval a été volé ? » À quelques kilomètres de là, dans une vieille cabane de chasse sur les terres de Philippe Lefebvre, Rémi et Tonnerre partageaient un moment de paix précaire. Le garçon avait passé la nuit blotti contre le flanc du grand cheval noir, tous deux épuisés par leur chevauchée nocturne. Au petit matin, il s'était réveillé au bruit d'une canne frappant doucement contre la porte en bois. Philippe Lefebvre entra, portant un panier contenant du pain frais, du fromage et des pommes. Malgré son âge avancé, ses yeux pétillaient d'une énergie juvénile. « Je vois que notre fugitif a passé une bonne nuit », dit-il en observant Tonnerre qui, étonnamment, ne manifesta aucune inquiétude face à ce visiteur inconnu. « Merci pour tout ceci », répondit Rémi en désignant les provisions. « Mais que se passe-t-il chez Moreau? Ils doivent déjà avoir découvert la disparition de Tonnerre. » Un sourire malicieux éclaira le visage ridé du vieil homme. « Oh, c'est la panique générale. Mes sources m'informent que Bernard a appelé Moreau aux premières lueurs de l'aube. Il paraît que notre cher voisin a fracassé son téléphone de rage. » Rémi pâlit soudain.
la réalité de leur situation le frappant de plein fouet. « Je vais être arrêté pour vol, et vous aussi, pour m'avoir aidé. » Lefebvre s'assit sur une caisse retournée, caressant pensivement le pommeau sculpté de sa canne. « Fuir n'est pas la solution, mon garçon. Ce que j'ai vu entre vous deux est trop précieux pour être condamné à la clandestinité. Mais que pouvons-nous faire? Légalement, Tonnerre lui appartient. Selon la loi des hommes, oui. » Lefebvre se pencha en avant, baissant la voix comme pour partager un secret ancestral. « Mais il existe des lois plus anciennes concernant les chevaux et leurs véritables gardiens. » Il expliqua alors son audacieux stratagème. Au lieu de fuir, ils allèrent se présenter ouvertement à la foire agricole, dans le champ adjacent au pavillon où Moreau préparait son Leila exclusif. Là, devant des centaines de témoins, Rémy et Tonnerre démontreraient leur connexion extraordinaire, forçant ainsi Moreau à un affrontement en terrain favorable. « C'est risqué, » admit le vieil homme. « Mais j'ai passé ma vie à juger les chevaux, et ce que j'ai vu sur cette photo. » Il désigna l'image sur son téléphone. « C'est plus précieux que tous les pédigrés du monde. » Pendant ce temps, à la foire, Moreau tentait désespérément de maintenir les apparences. Lorsque les premiers invités de marque commencèrent à arriver, il les accueillit avec un sourire forcé. « Un léger contretemps technique », expliqua-t-il vaguement. « Tonnerre est en préparation spéciale pour la présentation. Il sera là pour l'enchère principale. » Mais son regard ne cessait de parcourir l'horizon, à la recherche du moindre signe de son précieux investissement. Ces hommes de main, dispersés dans toute la foire, communiquaient régulièrement par radio, tous leurs rapports revenant négatifs. Midi approchait lorsqu'un phénomène étrange commença à se produire. Dans le champ ouvert jouxtant la foire officielle, des gens ordinaires, fermiers en habits du dimanche, fromagers en tablier propre, boulangers, pêcheurs, convergeaient lentement. Ils s'installaient tranquillement, formant progressivement un vaste cercle, comme pour assister à un spectacle improvisé. Au centre de cette arène naturelle se tenait Philippe Lefebvre, droit comme un chêne centenaire malgré son âge. À ses côtés, Madame Beaulieu discutait à voix basse avec le maire de Deauville, dont le visage trahissait un profond malaise. « Monsieur le maire, » disait Lefebvre, « je comprends vos inquiétudes politiques, mais certaines choses transcendent les considérations électorales. Ce que vous allez voir aujourd'hui fait partie de l'âme même de notre région. » Le maire se contentait de hocher la tête nerveusement, tiraillé entre sa loyauté envers Moreau, généreux donateur pour sa campagne, et le respect dû à Lefebvre, figure historique de la communauté équestre normande. À 14 heures précises, alors que le cher Altani et sa suite faisaient leur entrée dans le pavillon de Moreau, un murmure parcourut la foule rassemblée dans le champ. Tous les regards se tournèrent vers la lisière du bois où deux silhouettes venaient d'apparaître. Rémy, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise blanche empruntée à Monsieur Beaulieu, montait Tonnerre sans selle ni bride. Le soleil faisait luire la robe noire de l'étalon, dont la démarche assurée contrastait radicalement avec la nervosité qu'il manifestait habituellement en public. Sa tête était haute, ses oreilles dressées, attentives au moindre murmure de Rémy. Un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Plus de 300 personnes retenaient leur souffle devant ce tableau improbable. L'adolescent frêle et le puissant étalon avançant en parfaite harmonie. Tonnerre s'arrêta au centre exact du cercle humain, comme s'il comprenait l'importance du moment. Rémy se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, et l'animal entama alors une série de mouvements que seuls les chevaux de haute école pouvaient exécuter. Un passage parfait, souffla un ancien dresseur de Saumur présent dans la foule. Sans aucune aide visible, c'est magique, compléta une vieille femme à ses côtés. Car c'était bien de magie qu'il s'agissait, non pas celle des tours de foire, mais celle, plus ancienne, de la communion entre deux êtres. Rémy ne commandait pas, il suggérait. Tonnerre n'obéissait pas, il proposait. Leur danse était un dialogue où chacun s'exprimait librement, uni par une confiance absolue. La foule, d'abord silencieuse, commença à applaudir doucement, puis avec plus d'enthousiasme à chaque nouvelle figure. Des téléphones se levaient pour immortaliser ce moment, ces images de partenariat volontaire, remplaçant celles de domination forcée. Dans le pavillon voisin, le bruit attira l'attention. Intrigué par cette agitation, le cher Altani s'approcha de la fenêtre,
suivi par Moreau qui tentait désespérément de maintenir son attention sur les documents de vente. « Quelle est cette commotion, Jean-Pierre » demanda poliment le cher. Moreau allait répondre quand son regard tomba sur la scène dans le champ. Son visage se décomposa. Là, devant des centaines de témoins, évoluait son précieux investissement, monté par ce garçon qu'il avait tant méprisé. « Ce n'est qu'une attraction locale sans importance, balbutia-t-il. Si nous pouvions revenir au... » Mais le cher, manifestement fasciné, s'était déjà dirigé vers la sortie, suivi par les autres invités tout aussi curieux. Dans le cercle, Rémi guidait maintenant Tonnerre dans une figure plus complexe encore. Puis, dans un geste qui provoqua un hoquet collectif, il glissa simplement du dos du cheval et s'éloigna de plusieurs mètres. Face à Tonnerre, il tendit la main, paume ouverte. Une invitation, pas un ordre, le choix. L'étalon resta immobile, son regard intense fixé sur Rémi. La foule retenait son souffle. Même la brise semblait s'être arrêtée. C'était plus qu'une démonstration équestre. C'était une question fondamentale posée devant témoins. À qui appartient véritablement un être vivant ? Puis, dans un mouvement d'une grâce infinie, Tonnerre s'élança vers Rémi, ignorant complètement les appels furieux de Moreau qui avaient émergé du pavillon. L'étalon s'arrêta juste devant le garçon, pressant doucement sa tête contre sa poitrine dans un geste d'une tendresse bouleversante. La foule explosa en applaudissements. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Philippe Lefebvre hochait la tête avec satisfaction, comme si une vérité ancienne venait d'être réaffirmée sous ses yeux. « C'est du vol !» hurla Moreau en fendant la foule, suivi par des gardes de sécurité. « Cet animal m'appartient légalement. Arrêtez ce garçon immédiatement. C'est du vol !» Le cri de Moreau résonna sur le terrain, tranchant l'harmonie qui s'était installée quelques instants plus tôt. La foule, encore émue par la scène qu'elle venait de contempler, s'écarta pour laisser passer l'homme furieux, suivi de ses gardes à la démarche menaçante. « Cet animal m'appartient légalement. Arrêtez ce garçon immédiatement. » Rémi sentit Tonnerre se raidir contre lui, l'animal percevant instantanément la menace. Il passa son bras autour de l'encolure puissante, autant pour rassurer le cheval que pour puiser du courage dans ce contact. « Du calme, mon ami, » murmura-t-il. « Je suis là. » À ce moment précis, Madame Beaulieu s'avança, son pas déterminé contrastant avec sa silhouette modeste. Elle tenait contre sa poitrine une épaisse chemise en carton. « Peut-être devrions-nous discuter d'autres questions légales, monsieur Moreau ?» dit-elle calmement, sa voix portant étonnamment loin dans le silence qui était retombé. Elle tendit les documents au maire, qui se trouvait à proximité. « En tant que représentant de la loi, monsieur le maire, vous devriez voir ceci en premier. » Le maire, visiblement mal à l'aise, prit la chemise et commença à examiner les papiers qu'elle contenait. Son expression passa progressivement de l'irritation à la stupéfaction. « Abus infantile documenté à Lyon », murmura-t-il, tournant fébrilement les pages. « Multiples interventions infructueuses des services sociaux. Menaces contre les Beaulieu pour dissimuler du travail d'enfants illégal. » Il leva les yeux vers Moreau, son regard soudain sévère. « Ce sont des accusations très graves, monsieur. » Moreau tenta de balayer ces révélations d'un geste impatient. « Cela n'a rien à voir avec mon cheval. Ce sont des mensonges inventés pour justifier un vol caractérisé. » Le docteur Fournier, qui se tenait jusqu'alors en retrait, fit un pas en avant. Sa voix posée de médecin habitué à annoncer des diagnostics difficiles s'éleva dans le silence. « En tant que médecin, j'ai examiné les cicatrices sur le dos de ce garçon. Elles correspondent parfaitement à des années d'abus physiques sévères. » Un murmure parcourut la foule. Rémi, tremblant mais déterminé, fit face au maire lorsque celui-ci l'interrogea. « Est-il vrai que tu as fui ton tuteur légal à Lyon après avoir subi des maltraitances ?» Dans un geste d'une bravoure déchirante, Rémi releva lentement sa chemise, révélant à tous le réseau de cicatrices pâles qui zébrènent son dos. Plusieurs femmes dans l'assistance portèrent leurs mains à leur bouche, étouffant un cri. « J'ai fui pour survivre, monsieur, » répondit-il, sa voix jeune mais ferme, comme Tonnerre a essayé de le faire. Cette simple phrase, établissant un parallèle entre leurs souffrances partagées, toucha visiblement l'assistance. Des regards de sympathie se tournèrent vers le garçon et l'animal, désormais unis dans l'esprit de tous comme deux victimes d'un même système indifférent à la souffrance. C'est alors que le cheikh Al-Thani,
qui avait observé toute la scène avec une attention silencieuse, s'approcha lentement de Rémi et Tonnerre. Son élégant costume traditionnel et sa démarche mesurée imposaient naturellement le respect. Il s'arrêta à quelques pas et observa attentivement la façon dont l'étalon se tenait près du garçon. Protecteur mais paisible, alerté mais confiant. « Dans ma culture, dit le cheikh en français parfait, nous croyons que certains chevaux portent la baraka, la bénédiction divine. » Sa voix mélodieuse captiva immédiatement l'audience. Quand un tel cheval choisit un humain, les séparer serait offenser la volonté d'Allah lui-même. Il se tourna vers Moreau, dont le visage oscillait entre rage et incrédulité. « Je n'ai aucun intérêt à acheter un animal qui a manifestement déjà choisi son véritable maître. » Cette déclaration provoqua un nouveau murmure dans la foule. Moreau, voyant son prestigieux acheteur se détourner, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Ce gamin n'a aucun moyen d'entretenir un pur sang arabe !» s'écria-t-il, pointant un doigt accusateur vers Rémi. « Où va-t-il le loger? Comment va-t-il le nourrir? C'est de la cruauté par négligence. » Ces questions pratiques semblèrent faire hésiter certains spectateurs. Après tout, malgré toute la magie de leur connexion, comment un adolescent sans ressources pourrait-il prendre soin d'un animal aussi exigeant? C'est alors que M. Lefebvre s'avança, s'appuyant sur sa canne ornée d'une tête de cheval. Malgré son âge avancé, sa présence imposait immédiatement le silence. « J'ai une proposition qui pourrait satisfaire tout le monde », déclara-t-il, sa voix portée par des décennies d'autorité dans le monde équestre. Tous les regards se tournèrent vers le patriarche, y compris celui, méfiant, de Moreau. « Je fais don du petit haras de ma propriété Est, ainsi que des 2 hectares attenants, pour établir un centre d'équithérapie destiné aux enfants traumatisés. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard avant de se fixer sur Rémi. « Nous aurons besoin d'un directeur possédant un talent spécial. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. L'idée de transformer cette situation conflictuelle en quelque chose de bénéfique pour des enfants vulnérables touchait profondément la communauté normande, connue pour son attachement aux traditions et aux valeurs familiales. Le maire saisit immédiatement l'opportunité de résoudre cette crise publique. « Une excellente idée, monsieur Lefebvre. La municipalité pourrait même envisager une subvention pour soutenir un tel projet. » Moreau observait la scène, comprenant que son pouvoir s'effritait minute après minute. Les alliés qu'il croyait acquis, le maire, les autorités, même son acheteur, se rangeaient désormais du côté de ce garçon et de ce cheval. Son prestige social, si soigneusement cultivé, se transformait en humiliation publique. Le cheikh Altani, intrigué par cette nouvelle perspective, s'approcha de Rémi. « As-tu de l'expérience avec les enfants traumatisés, jeune homme ?» Rémi caressa doucement l'encolure de Tonnerre avant de répondre. « Je connais la peur, monsieur. Je sais ce que c'est que de ne faire confiance à personne. » Il leva les yeux vers le visage attentif du cheikh. « Et j'ai appris que parfois, le silence guérit mieux que les mots. » Cette réponse, d'une maturité surprenante, sembla impressionner le dignitaire qatari. « La sagesse vient parfois des sources les plus inattendues, » dit-il avec un léger sourire. « Je serais intéressé de soutenir un tel projet. Peut-être pourrions-nous établir un programme d'échange avec notre centre équestre de Doha. » Tandis que la conversation évoluait vers des considérations pratiques, Moreau sentait le contrôle lui échapper complètement. Entouré de visages désormais hostiles, il comprit que son pouvoir financier se heurtait à quelque chose de plus ancien et plus profond. L'attachement viscéral de cette communauté à ses traditions équestres et à ses valeurs d'entraide. « Vous ne pouvez pas simplement m'exproprier » tenta-t-il une dernière fois, mais sa voix manquait de conviction. Madame Beaulieu, toujours calme, lui répondit. « Personne ne vous exproprie, monsieur Moreau. On vous offre simplement l'opportunité de transformer un investissement financier en contribution sociale. Imaginez les articles de presse. Le célèbre entrepreneur parisien fait don de son champion pour aider des enfants traumatisés. » Cette suggestion, touchant directement à l'image publique si précieuse pour Moreau, le fit hésiter. Il était piégé dans un dilemme impossible, s'opposer publiquement à un projet caritatif pour enfants vulnérables ou renoncer à sa propriété et son autorité. Autour de lui, la foule s'était transformée en une véritable assemblée citoyenne improvisée. Des fermiers discutaient déjà de dons de foin, des menuisiers proposaient leurs services pour rénover le haras,
Des enseignants évoquaient des partenariats potentiels avec les écoles locales. Monsieur Beaulieu, qui s'était tenu en retrait jusqu'alors, s'approcha de sa femme et de Rémi. « Notre fromagerie pourrait fournir des produits frais pour les enfants du centre », proposa-t-il simplement. « Et peut-être que certains d'entre eux pourraient même apprendre à faire du fromage. C'est apaisant, vous savez, de travailler avec le lait. » Cette simplicité, cette générosité spontanée contrastait tellement avec les calculs froids de Moreau qu'elle soulignait encore davantage son isolement moral. Cerné de toutes parts, l'homme d'affaires comprit qu'il avait perdu. Pas seulement un cheval ou une vente lucrative, mais quelque chose de bien plus fondamental. Son influence, son pouvoir sur cette communauté qu'il avait toujours considérée comme inférieure. Avec un dernier regard amer vers Rémi et Tonnerre, il s'approcha du garçon et murmura, si bas que lui seul pouvait l'entendre, « Ce n'est pas terminé, gamin. Personne n'humilie Jean-Pierre Moreau et s'en tire impunément. » Cette menace, suspendue dans l'air comme un nuage sombre au-dessus de la célébration naissante, rappelait cruellement à Rémi que même les plus beaux contes peuvent cacher des dangers persistants. La menace de Moreau résonnait encore dans l'esprit de Rémi alors qu'il contemplait la petite structure en bois qui deviendrait le centre équestre Tonnerre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation à la foire agricole, et chaque jour avait apporté son lot de défis et de petites victoires. Le bâtiment principal, autrefois écurie de chasse de la famille Lefebvre, nécessitait d'importantes rénovations. Rémi passa sa main sur les planches usées, sentant sous ses doigts les années d'histoire imprégnées dans le bois. « Qu'en penses-tu » demanda M. Beaulieu, examinant les poutres du plafond. « Il faudra refaire toute la toiture avant l'automne. »« C'est parfait » répondit Rémi, imaginant déjà comment organiser l'espace. Les box sont grands, il y a suffisamment de lumière naturelle, et Tonnerre semble déjà s'y sentir chez lui. Comme pour confirmer ses paroles, l'étalon noir hennit doucement depuis le paddock adjacent où il broutait paisiblement. Ces dernières semaines, l'animal s'était véritablement épanoui, retrouvant progressivement l'éclat de sa robe et la fierté de sa posture. Cette nuit-là, pourtant, les vieux démons revinrent hanter Rémi. Dans son sommeil, le visage de Marcel se superposait à celui de Moreau, leurs menaces se mêlant en un cœur terrifiant. Il se réveilla en sursaut, un cri étranglé dans la gorge, le corps couvert de sueur froide. « Rémi ?» La voix inquiète de Madame Beaulieu résonna dans le couloir, suivie de pas précipités. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, une lampe à la main. « Encore ce cauchemar ?» L'adolescent hocha la tête, incapable de parler, les images de son beau-père levant sa ceinture encore trop vive dans son esprit. Madame Beaulieu s'assit doucement au bord du lit, sans le toucher, respectant l'espace dont il avait besoin dans ces moments-là. « Tu es en sécurité ici » murmura-t-elle. « Marcel ne peut pas te trouver, et Moreau a trop à perdre maintenant que toute la communauté te soutient. » Mais les mots, si réconfortants soient-ils, ne parvenaient pas à apaiser l'angoisse viscérale qui étreignait Rémi. À l'aube, épuisé mais incapable de se rendormir, il se glissa hors de la maison des Beaulieu et marcha jusqu'au centre. Il trouva Tonnerre déjà éveillé, comme s'il avait senti sa détresse. Lorsqu'il s'approcha, l'étalon agita ses oreilles et tendit son museau vers lui. Rémi remarqua alors quelque chose d'extraordinaire. Le cheval manifestait des signes d'inquiétude identiques à ceux qu'il montrait lorsqu'un étranger nerveux s'approchait de lui. Tonnerre avait perçu son état émotionnel avant même que Rémi n'entre dans son champ de vision. « Tu sens ma peur, n'est-ce pas » murmura-t-il en caressant l'encolure puissante. Tonnerre émit un souffle profond, puis pressa doucement sa tête contre la poitrine du garçon, comme pour le réconforter. Ce geste simple, d'une tendresse presque humaine, fit monter les larmes aux yeux de Rémi. Quelques jours plus tard, une réunion tendue se tint à la mairie de Deauville. 2 assistantes sociales venues spécialement de Paris examinaient le dossier de Rémi, leur expression professionnellement neutre masquant mal leur perplexité face à cette situation inhabituelle. « Techniquement, » expliquait la plus âgée des deux, « Rémi est toujours sous la tutelle de l'État. Sans décision de justice retirant l'autorité parentale à son beau-père, nous ne pouvons pas légaliser sa situation ici. » Le maire, mal à l'aise, se tourna vers les Beaulieu. « Vous comprenez que ma position est délicate. Le projet du centre d'équithérapie a reçu un soutien unanime,
mais nous devons respecter les procédures légales. Monsieur Lefebvre, assis dans un coin de la pièce, intervint avec l'autorité tranquille que lui conféraient ses 78 ans d'expérience. J'ai engagé les meilleurs avocats de Caen pour aider les Beaulieu à obtenir la garde légale de Rémi. La bureaucratie ne séparera pas ces deux âmes. Pendant que les adultes débattèrent de son sort, Rémi poursuivait méthodiquement l'établissement du centre. La communauté locale se mobilisait chaque jour davantage. Des volontaires venaient le week-end pour aider aux rénovations. Peintres, charpentiers, plombiers, chacun apportant ses compétences. Les femmes du village organisaient des repas collectifs pour les travailleurs, transformant ce chantier en véritable fête communautaire. « C'est incroyable », confia Rémi à M. Beaulieu alors qu'ils observaient une dizaine de personnes repeindre les box. « Pourquoi font-ils tout ça pour moi ?»« Pas seulement pour toi », corrigea doucement le fromager, « pour ce que tu représentes. Tu leur as rappelé quelque chose qu'ils avaient oublié. La connexion authentique qui peut exister entre un homme et un animal. » Un matin de fin d'été, une voiture inconnue s'arrêta devant le centre encore en construction. Une femme d'une quarantaine d'années en descendit, tenant par la main une petite fille au visage pâle et aux yeux hantés. « Bonjour », dit-elle à Rémi qui venait à leur rencontre. « Je m'appelle Catherine Dupont. On m'a parlé de votre approche spéciale avec les animaux. » La petite fille, recroquevillée derrière sa mère, fixait obstinément le sol. « Ma fille, Chloé », continua la femme, sa voix se brisant légèrement. Elle ne parle plus depuis 2 ans, depuis qu'elle a assisté à une scène de violence conjugale particulièrement grave. Rémi sentit sa gorge se nouer. « Je comprends », dit-il simplement, s'accroupissant pour se mettre au niveau de l'enfant. « Bonjour Chloé, je m'appelle Rémi. Tu aimes les chevaux ?» La petite ne répondit pas, ne leva même pas les yeux. Mais quelque chose dans la qualité de son silence changea imperceptiblement, une forme d'attention. « J'ai un ami qui pourrait te plaire », poursuivit Rémi doucement. « Il s'appelle Tonnerre. Il a aussi connu des choses difficiles, et, pendant longtemps, il ne faisait confiance à personne. En voyant Chloé, si petite, si fragile, si enfermée dans sa douleur, Rémi se figea soudain. Des images de son propre passé l'assaillirent. Les nuits terrifiantes à écouter Marcel rentrer ivre, la peur paralysante, l'impuissance. Il sentit sa respiration s'accélérer, des points noirs dansant devant ses yeux. C'est alors que Tonnerre, qui broutait tranquillement à l'autre bout du pré, releva brusquement la tête. En quelques foulées puissantes, il traversa le paddock et s'approcha de la barrière, fixant intensément Rémi. Ce regard, profond, stable, ancré dans le présent, ramena progressivement le garçon à la réalité. « Merci », murmura Rémi à l'intention du cheval, avant de se tourner à nouveau vers Chloé. « Tu vois, il sait quand quelqu'un a besoin d'aide. » Pour la première fois, la petite fille leva les yeux, son regard rencontrant celui de Tonnerre. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle que Rémi comprit immédiatement. Pendant ce temps, à Paris, Moreau n'avait pas renoncé à sa vengeance. Dans son bureau luxueux avec vue sur la tour Eiffel, il recevait un homme à l'allure banale, mais au regard calculateur. « Je veux des irrégularités, des failles administratives. N'importe quoi qui puisse compromettre ce centre. » ordonnait-il en feuilletant un dossier. « Ce gamin a humilié ma réputation devant des investisseurs internationaux. Je veux ce centre fermé et ce garçon éloigné de mon cheval. » 2 semaines plus tard, le secrétaire de mairie de Deauville fit une découverte alarmante. Les documents originaux concernant le cas de Rémi avaient mystérieusement disparu des archives municipales. Sans ces preuves essentielles des maltraitances subies, la position légale du garçon devenait extrêmement précaire. « C'est forcément Moreau », s'indigna M. Beaulieu lorsque le maire les informa de la situation. « Il a des contacts partout, des gens qu'il peut acheter. » Madame Beaulieu reçut un appel inquiétant le jour même. Sans les documents, l'assistance sociale pourrait exiger que Rémi retourne immédiatement à Lyon pour clarifier sa situation, expliqua l'avocat qu'ils avaient engagé. Malgré ces menaces planant sur son avenir, Rémi continuait à travailler avec Chloé. Chaque jour, la petite fille venait au centre pour des séances d'1 heure. Contrairement aux méthodes conventionnelles, Rémi n'exigeait rien d'elle. Pas de monter, pas de brosser, pas même de toucher Tonnerre. « Prends ton temps »,
lui disait-il simplement. Il a attendu longtemps pour trouver quelqu'un qui le comprenne. Il peut attendre encore. Cette approche, faite de patience infinie et d'absence totale de pression, commençait à porter ses fruits. Chloé s'asseyait désormais sur un ballot de paille près du box de Tonnerre, observant l'animal pendant que Rémi lisait à voix haute Le Petit Prince, le même exemplaire usé que sa mère lui lisait. Un après-midi particulièrement tendu, alors que 3 assistantes sociales étaient venues évaluer le centre encore en construction, Chloé manifesta soudain des signes d'anxiété. Son corps se raidit, sa respiration s'accéléra, réaction probable au ton autoritaire de l'une des fonctionnaires. Tonnerre, percevant immédiatement ce changement, quitta son coin de boxe et s'approcha de la barrière. Doucement, avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il tendit son museau vers la petite fille et souffla légèrement, ébouriffant ses cheveux. Ce geste inattendu provoqua quelque chose que personne n'avait vu depuis 2 ans. Un sourire sur le visage de Chloé. Timide d'abord, puis plus franc, illuminant ses traits comme un rayon de soleil après l'orage. Encouragé par cette réaction, l'enfant leva une main hésitante vers la tête du cheval. Ses petits doigts effleurèrent la marque blanche en forme d'étoile sur le front de Tonnerre. « Beau », murmura-t-elle, si doucement que seul Rémi et l'animal purent l'entendre. Ce mot unique, premier son émis volontairement par Chloé en 2 ans, frappa Rémi comme une décharge électrique. Il resta parfaitement immobile, craignant qu'un geste brusque ne brise ce moment miraculeux. « Oui, il est beau », confirma-t-il doucement après quelques secondes. « Beau et gentil », ajouta Chloé, sa voix à peine audible mais indéniablement présente. L'une des assistantes sociales, attirée par cette scène inhabituelle, s'approcha. Son expression professionnellement distante se transforma en stupéfaction lorsqu'elle entendit la petite fille continuer à parler doucement à Tonnerre. « C'est l'enfant mutique dont le dossier m'a été transmis ?» demanda-t-elle à Rémi, incrédule. Avant qu'il puisse répondre, Chloé se tourna vers la femme, ses yeux reflétant une assurance nouvelle. « C'est l'endroit le plus sûr où je sois jamais allée », dit-elle avec une clarté surprenante. Le cheval comprend sans que j'aie besoin de dire les mots. L'assistante sociale referma lentement son classeur d'évaluation, visiblement ébranlé par ce témoignage inattendu. À cet instant précis, M. Beaulieu fit irruption dans l'écurie, le visage grave et le souffle court. « Rémi, » haleta-t-il. « Marcel, ton beau-père. Il a découvert où tu te trouves, et il est en route pour la Normandie. » Les mots de M. Beaulieu résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'écurie. « Marcel, ton beau-père, il a découvert où tu te trouves, et il est en route pour la Normandie. » Rémi sentit son sang se glacer dans ses veines. Ses mains, posées sur l'encolure de Tonnerre, se crispèrent involontairement, transmettant instantanément sa peur à l'animal qui releva brusquement la tête. « Comment a-t-il su ?» balbutia-t-il, tandis que les souvenirs des coups et des humiliations remontaient à la surface de sa conscience comme des noyés macabres. « Un détective privé », expliqua M. Beaulieu le visage sombre. « Le docteur Fournier a un ami gendarme qui l'a aperçu hier dans un bar de Trouville, se vantant qu'il allait récupérer son dû. » L'assistante sociale, qui avait suivi cet échange avec une attention professionnelle, intervint immédiatement. « Nous devons prendre des mesures de protection. Si cet homme a des antécédents documentés de violence, nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive. » Mais Rémi n'écoutait plus. Dans sa tête résonnaient les hurlements de Marcel, l'odeur âcre de l'alcool bon marché, le sifflement de la ceinture fendant l'air. Il recula instinctivement jusqu'à heurter le mur de l'écurie, son souffle devenant court et irrégulier. « Il va tout détruire », murmura-t-il, les yeux écarquillés par la terreur. Comme il l'a toujours fait. Cette panique, Tonnerre la ressentit immédiatement. L'étalon s'agita, frappant nerveusement le sol de son sabot, ses oreilles plaquées en arrière dans une expression de détresse qui reflétait parfaitement celle de Rémi. Cette nuit-là, tandis que les premières mesures de sécurité se mettaient en place autour du centre, M. Lefebvre ayant discrètement engagé 2 hommes pour surveiller la propriété, Rémi resta éveillé, incapable de trouver le sommeil. Par la fenêtre de sa chambre chez les Beaulieu, il observait la lune qui éclairait doucement les contours de l'écurie au loin. Pendant ce temps, le centre équestre Tonnerre gagnait chaque jour en substance et en reconnaissance.
Les travaux de rénovation avançaient rapidement grâce à la mobilisation des artisans locaux. 2 nouvelles boxes avaient été aménagées, permettant d'accueillir d'autres chevaux, soigneusement sélectionnés pour leur tempérament calme et leur sensibilité. Chloé, désormais capable de prononcer des phrases complètes en présence de Tonnerre, venait quotidiennement. Sa transformation avait attiré l'attention d'autres parents d'enfants en difficulté. Un petit garçon autiste, 2 adolescentes victimes de harcèlement scolaire, et même un ancien militaire souffrant de stress post-traumatique avaient rejoint le programme encore informel que Rémi développait intuitivement. Le lendemain de l'annonce concernant Marcel, un journaliste du Ouest France se présenta au centre. Madame Beaulieu voulut d'abord les conduire, mais Rémi, comprenant l'importance de la visibilité médiatique pour leur protection, accepta l'entretien. « Comment expliquez-vous cette connexion spéciale avec ce cheval que personne ne pouvait approcher ?» demanda le journaliste, carnet en main, observant Tonnerre qui broutait paisiblement à quelques mètres. Rémi réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne fais rien d'extraordinaire, dit-il finalement. Je l'écoute, c'est tout. Pas seulement ses hennissements, mais son silence, sa respiration, les mouvements de son corps. C'est une conversation sans mots. Et les enfants traumatisés? Pourquoi répondent-ils si bien à votre approche? Parce que je ne leur demande pas de guérir, répondit simplement Rémi. Je leur offre juste un espace où leur douleur est reconnue sans jugement. Tonnerre fait pareil. Il sait quand quelqu'un souffre parce qu'il a lui-même souffert. L'article parut 2 jours plus tard, occupant une pleine page avec pour titre « Le miracle de Deauville, quand les blessés guérissent les blessés ». La photo montrait Rémi et Tonnerre entourés d'enfants souriants dans la lumière dorée du soleil normand. Cette visibilité positive n'empêcha pas Marcel d'arriver à Deauville comme prévu. Un soir pluvieux d'automne, alors que le jour déclinait rapidement, il fit son apparition dans un bar miteux près de la gare. L'homme, dont les traits autrefois séduisants étaient désormais ravagés par l'alcool et l'amertume, comptait des billets froissés que lui avait remis un inconnu dans une enveloppe brune. Juste perturbe le gamin suffisamment pour que les autorités remettent en question sa stabilité, avait dit l'homme au costume coûteux. Pas de violence physique, compris? Juste. Rappelle-lui qui il est vraiment. Marcel ricana en avalant cul sec son verre de whisky bon marché. L'argent était substantiel, bien plus que nécessaire pour simplement effrayer Rémi. Mais ce que cet homme en costume ignorait, c'était la rage qui couvait en lui depuis que son beau-fils s'était enfui. Dans son esprit embrumé par l'alcool, Rémi représentait tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Le chômage, l'humiliation sociale, l'échec. Le lendemain matin, Rémi dirigeait une session thérapeutique avec 3 enfants, leur montrant comment Tonnerre pouvait percevoir leurs émotions. L'étalon noir, désormais parfaitement à l'aise dans son rôle, s'approchait tour à tour de chaque enfant, adaptant subtilement son comportement à leur état émotionnel. « Il sait quand nous avons peur », expliquait doucement Rémi, même quand nous essayons de le cacher. C'est pourquoi il est inutile de prétendre avec lui. Il préfère notre vérité, même difficile, à nos mensonges polis. Cette leçon, Rémi l'avait apprise dans la douleur. Combien de fois avait-il souri aux assistantes sociales tout en dissimulant les bleus sous ses vêtements? Combien de fois avait-il prétendu que tout allait bien, alors que chaque nuit était un enfer d'angoisse? Ce soir-là, les Beaulieu reçurent un appel téléphonique anonyme qui brisa la quiétude de leur dîner. « Vous devriez demander à Rémi ce qu'il a fait avant de s'enfuir », susurra une voix inconnue. Les bouteilles qu'il a brisées, son beau-père a failli mourir des coupures. Madame Beaulieu raccrocha, le visage pâle. Lorsqu'elle rapporta ces paroles à Rémi, celui-ci baissa les yeux, honteux. « C'est vrai », admit-il finalement. « La dernière nuit, Marcel m'a battu plus violemment que jamais. Il utilisait sa ceinture. J'ai attrapé une bouteille de vin vide et je l'ai cassée pour me défendre, pas pour le blesser. Juste pour qu'il recule assez longtemps pour que je puisse m'enfuir. » Monsieur Beaulieu posa une main rassurante sur son épaule. « Tu t'es défendu, garçon. N'importe qui aurait fait pareil. » Le jour suivant apporta une lueur d'espoir. L'avocat des Beaulieu se présenta avec une liasse de documents qu'il déposa fièrement sur la table de la cuisine. « Les papiers d'adoption », annonça-t-il avec un sourire satisfait. « Une fois signés et enregistrés, Rémi sera légalement votre fils, et ni son beau-père ni personne d'autre ne pourra interférer. » Cette nouvelle aurait dû être célébrée, mais une ombre planait toujours sur le centre.
Rémi sentait la menace se rapprocher, comme un orage qu'on perçoit avant même d'entendre le tonnerre. Ses craintes se matérialisèrent le lendemain après-midi. Alors qu'il terminait une session avec Chloé, désormais suffisamment confiante pour brosser doucement Tonnerre, une silhouette apparut à l'entrée du centre. Marcel, visiblement éméché malgré l'heure précoce, se tenait là, son visage déformé par un rictus mauvais. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient », cria-t-il, sa voix pâteuse résonnant dans la cour. « Ce petit ingrat me doit bien ça, après tout ce que j'ai fait pour lui. » Rémi se figea, comme pétrifié. Les souvenirs l'assaillirent avec une telle violence qu'il ne pouvait ni parler ni bouger. Son corps entier se mit à trembler tandis que Chloé, effrayée, courait se réfugier derrière un ballot de paille. Marcel avança en titubant légèrement. « Tu te crois important maintenant, hein? Avec ton cheval et tes gosses, tu restes le même déchet inutile que ta mère a laissé derrière elle. » Ces mots, plus cruels encore que les coups, frappèrent Rémi en plein cœur. Il recula, buta contre la barrière du paddock. Les enfants et le personnel du centre s'étaient écartés, terrifiés par la violence qui émanait de cet inconnu. « Va-t'en », murmura Rémi, sa voix à peine audible. « Tu n'as aucun droit ici. »« Aucun droit ?» Marcel éclata d'un rire gras. « J'ai tous les droits. Je suis ton tuteur légal, petit merdeux, et tu m'as volé. L'argent de l'assurance vie de ta mère, ça devait être pour moi. » Il avança encore, menaçant, son haleine chargée d'alcool précédant chacun de ses pas. Rémi était paralysé, incapable de fuir, prisonnier de ses traumatismes ressurgis. C'est alors que Tonnerre, dans le paddock adjacent, perçut le danger. Avec une force extraordinaire, il défonça la barrière de bois qui le séparait de la cour principale. Le bruit du bois qui éclate figea Marcel sur place. L'étalon noir se plaça entre Rémi et son agresseur, les oreilles plaquées en arrière, les naseaux dilatés, le corps tendu comme un arc. Il n'émit pas un son, mais tout dans sa posture indiquait une menace claire. Un pas de plus, et il chargerait. Marcel, malgré son ivresse, comprit le message. Il recula d'un pas, puis d'un autre. « Ce cheval est fou, » balbutia-t-il. « Comme toi, comme ta mère. » À cet instant, les sirènes de police retentirent. Madame Beaulieu, dès qu'elle avait aperçu Marcel depuis la fenêtre de la fromagerie, avait immédiatement appelé les gendarmes. 2 voitures de police entrèrent dans la cour, encadrant Marcel qui continuait à vociférer des insultes. Les officiers le maîtrisèrent rapidement, malgré sa résistance. « Marcel Dubois », annonça formellement le brigadier. « Vous êtes en état d'arrestation pour menace, violation d'une ordonnance restrictive temporaire et mise en danger de mineur. » Tandis que les policiers l'emmenaient, l'un des officiers examina le téléphone confisqué de Marcel. Son expression changea lorsqu'il découvrit une série de messages et de virements bancaires provenant d'un certain J.P. Moreau. « Je crois que nous avons affaire à quelque chose de plus complexe qu'un simple différend familial, » dit-il en montrant l'écran à son collègue. Le soir même, dans les bureaux parisiens de Moreau Industries, 2 inspecteurs de la brigade financière se présentèrent sans préavis. L'homme d'affaires, surpris en pleine réunion, vit son empire commencer à s'effondrer lorsque les policiers annoncèrent « Jean-Pierre Moreau, nous vous plaçons en garde à vue pour complicité de tentative d'intimidation, subornation de témoins et corruption de fonctionnaires. » Alors que les policiers escortèrent Marcel hors du centre et que, à Paris, Moreau était conduit hors de son empire de verre et d'acier, Rémi enlaça le coup puissant de Tonnerre. Homme et animal, enfin libérés de leur passé traumatique, partageaient un moment de paix durement gagné. Pourtant, une question demeurait. Comment un jeune de 16 ans, même avec le soutien de toute une communauté, pourrait-il gérer un centre thérapeutique qui recevait désormais une attention nationale et des demandes d'aide de toute la France? 7 années s'étaient écoulées depuis cette confrontation fatidique à la foire agricole de Deauville. Le centre équestre Tonnerre, autrefois simple écurie rénovée à la hâte, s'étendait désormais sur près de 5 hectares. De nouveaux bâtiments en bois de chêne normand encadraient l'ancien haras, formant un ensemble harmonieux qui semblait avoir toujours fait partie du paysage. Des paddocks spacieux accueillaient une douzaine de chevaux soigneusement sélectionnés, chacun pour ses qualités particulières adaptées à la thérapie. Du haut de ses 23 ans, Rémi Durand contemplait ce qu'il avait contribué à bâtir, encore étonné parfois du chemin parcouru. Son visage avait perdu les dernières traces de l'adolescence,
mais ses yeux conservaient cette profondeur particulière, cette capacité à voir au-delà des apparences qui avait d'abord attiré Tonnerre à lui. La prochaine session commencera dans une demi-heure, annonça Lisa, une jeune psychologue qui travaillait au centre depuis 2 ans. Le groupe des adolescents placés en foyer. Tu t'en occupes ou tu préfères que je prenne le relais? Tu as l'air fatigué. Rémi sourit. Non, je m'en charge. Ces jeunes attendent ce moment toute la semaine. Et puis, Tonnerre les connaît maintenant. En parlant du grand étalon noir, Rémi chercha sa silhouette familière dans le paddock principal. À presque 15 ans, Tonnerre portait désormais quelques poils blancs sur son museau et autour des yeux, donnant à sa noble tête une dignité supplémentaire. Pourtant, sa démarche restait souple et puissante, son regard vif et attentif. Il semblait presque conscient de son rôle crucial dans ce lieu de guérison. Dans la salle de réunion, Rémi rejoignit son équipe multidisciplinaire, 2 psychologues, un éducateur spécialisé, un vétérinaire comportementaliste et 3 moniteurs d'équitation formés spécifiquement à l'équithérapie. Le diplôme en psychologie équine qu'il avait obtenu 3 ans plus tôt à l'université de Caen trônait discrètement sur un mur, à côté d'une photographie en noir et blanc de Philippe Lefebvre, décédé paisiblement dans son sommeil l'année précédente. Pour le groupe d'aujourd'hui, expliqua Rémi en déployant plusieurs dossiers. Je suggère de commencer par un simple moment d'observation. Ces adolescents ont tous subi des ruptures familiales traumatiques. Ils ont besoin de voir qu'on peut exister sans rien faire, juste être présent. Sa méthode, affinée au fil des années, continuait de surprendre les professionnels traditionnels. Là où d'autres centres équestres thérapeutiques structuraient chaque minute, imposaient des exercices précis, Rémi privilégiait le temps suspendu, les rencontres non forcées, la liberté d'interagir ou simplement d'être ensemble dans le silence. La petite nouvelle, Emma, intervint Marie, la psychologue senior. Elle n'a pas dit un mot depuis 3 mois, depuis l'incendie. Tu penses que Tonnerre pourrait... Tonnerre choisira, répondit simplement Rémi. Laissons-le décider qui a besoin de lui aujourd'hui. Cette confiance absolue dans l'intuition de l'animal constituait la signature du centre Tonnerre. Rémi avait observé, année après année, comment le grand cheval noir sélectionnait invariablement, dans un groupe, l'enfant ou l'adolescent dont la souffrance était la plus aiguë, souvent celle que les adultes n'avaient pas su déceler sous des comportements de façade. Dans le paddock, une session était déjà en cours. Chloé, désormais une adolescente de 17 ans au sourire confiant, guidait un petit garçon autiste dans sa première approche d'une jument palomino. Devenue l'assistante bénévole la plus dévouée du centre, elle incarnait la réussite la plus visible de la méthode de Rémi. « Regarde comme elle est douce », murmurait-elle au petit garçon. « Tu n'as pas besoin de parler. Elle comprend ton cœur. » En observant cette scène, Rémi sentit une vague de gratitude l'envahir. La vie avait dessiné pour lui un chemin imprévisible, transformant sa fuite désespérée en une mission qui donnait désormais sens à son existence et à celle de centaines d'enfants blessés. Les Beaulieu, maintenant septuagénaires mais toujours actifs, arrivèrent en portant des paniers débordants de fromage frais et de tartes aux pommes pour le goûter communautaire qui suivait chaque session du mercredi. Leur fromagerie, désormais gérée par un jeune couple du village, continuait de fournir le centre gratuitement, perpétuant la tradition de solidarité qui avait permis sa naissance. « La journaliste de Paris Match est arrivée », annonça Madame Beaulieu en embrassant Rémi sur les 2 joues. « Elle t'attend près de l'ancien chêne. Une femme charmante, très intéressée par ton parcours. » Valérie Mercier, reporter chevronné spécialisé dans les portraits de personnalités atypiques, avait sollicité cette interview depuis plusieurs mois. Le centre équestre Tonnerre faisait désormais référence dans le monde de la thérapie alternative, attirant l'attention des médias nationaux et même internationaux. « Monsieur Durand », salua-t-elle en lui tendant la main. « Merci de m'accorder ce temps. J'ai suivi votre histoire depuis ce fameux article dans Ouest France il y a 7 ans. » Ils s'installèrent sur un banc en bois face au paddock principal, où Tonnerre broutait paisiblement. Rémi se prêta patiemment au jeu des questions, racontant l'évolution du centre, les centaines d'enfants accueillis, les méthodes développées, les partenariats avec des hôpitaux et des institutions. « Vous montrez à la journaliste des photographies, n'est-ce pas ?» demanda Valérie en désignant l'album que Rémi avait apporté. « Oui, notre mur des miracles.
Comme l'appelle l'équipe, sourit-il en ouvrant l'album rempli de photos d'enfants, avant et après leur passage au centre. Chaque visage raconte une histoire de renaissance. La journaliste examina attentivement ces images poignantes, des regards éteints qui retrouvaient leur éclat, des corps crispés qui réapprenaient à la détente, des sourires qui refleurissaient sur des visages marqués par l'abandon ou la violence. « Votre approche semble si différente », remarqua-t-elle. « J'ai visité d'autres centres d'équithérapie où les enfants apprennent à diriger le cheval, à le maîtriser. C'est précisément là que nous divergeons, » expliqua Rémi, son regard se portant instinctivement vers Tonnerre. « Nous n'enseignons pas aux enfants à contrôler les chevaux, mais à communiquer avec eux. La différence est fondamentale. » Alors qu'il parlait, une scène extraordinaire se déroulait dans le paddock voisin. Emma, la fillette mutique mentionnée pendant la réunion, s'était isolée du groupe, recroquevillée contre la clôture. Tonnerre, qui se trouvait à l'opposé du terrain, avait redressé la tête, les oreilles pointées vers elle. D'un trot léger, il traversa l'espace, ignorant tous les autres enfants, pour s'arrêter délicatement près de la petite fille. « Regardez », murmura Rémi à la journaliste. « C'est exactement ce dont nous parlions. Tonnerre a choisi. » L'étalon noir abaissa sa tête majestueuse jusqu'au niveau de l'enfant, son souffle chaud ébouriffant légèrement ses cheveux. Emma leva les yeux, surprise. Pendant un long moment, rien ne sembla se passer, juste un regard échangé entre l'immense animal et la minuscule fillette. Puis, lentement, presque imperceptiblement, la main de l'enfant se leva et se posa sur le museau velouté. « C'est remarquable », souffla Valérie. « Comment expliquez-vous cette capacité qu'il a de repérer les plus vulnérables ? » « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, » admit Rémi. « Mais je crois que les êtres qui ont souffert reconnaissent la souffrance chez les autres avec une acuité particulière. » L'entretien se poursuivit jusqu'au moment où la journaliste posa la question centrale, celle que tout le monde finissait par formuler. « Comment avez-vous réussi à dompter Tonnerre alors que les meilleurs dresseurs de France avaient échoué ?» Rémi sourit, caressant distraitement la cicatrice presque invisible au-dessus de son sourcil gauche, dernier vestige physique de son passé traumatique. « Je ne l'ai jamais dompté, » répondit-il simplement. « Nous nous sommes simplement reconnus comme deux âmes brisées, qui, ensemble, ont trouvé le courage de faire confiance à nouveau. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous au final ?» À cet instant précis, comme s'il avait entendu son nom, Tonnerre releva la tête et son regard croisa celui de Rémi à travers le paddock. Cette communication silencieuse, cette compréhension mutuelle qui transcendait les mots, demeurait intacte après toutes ces années. En fin d'après-midi, après le départ de la journaliste, Madame Beaulieu retrouva Rémi dans son petit bureau. Elle portait 2 enveloppes officielles. « Le courrier est arrivé », annonça-t-elle. « Celle-ci vient du ministère de la Justice. » Rémi ouvrit la première lettre, parcourant rapidement les paragraphes administratifs. « C'est au sujet de Moreau », résuma-t-il. Après avoir purgé une peine réduite, il a fait des dons substantiels à des programmes de protection de l'enfance dans le cadre de sa réhabilitation. Il secoua la tête, incrédule. « Les gens peuvent-ils vraiment changer à ce point ?»« Et l'autre lettre ?» demanda Madame Beaulieu. La seconde enveloppe, plus épaisse, portait l'entête du ministère de l'Éducation nationale. Rémi en parcourut le contenu, son expression passant de la surprise à l'émerveillement. « Il propose que notre méthode soit adoptée nationalement, » murmura-t-il. « Un programme pilote dans 50 écoles situées dans des zones vulnérables. » Il leva des yeux stupéfaits vers celle qui était devenue sa mère adoptive. « Ils veulent que je dirige le projet. » Madame Beaulieu sourit, nullement surprise. « La beauté de ce que vous avez créé, toi et Tonnerre, ne pouvait rester confinée ici. Trop d'enfants ont besoin de cette approche. » Ce soir-là, après le départ des derniers visiteurs, Rémi s'accorda un moment de solitude avec Tonnerre. Ils s'installèrent dans le grand pré qui surplombait la vallée, baigné par la lumière dorée du soleil couchant. L'homme s'assit simplement dans l'herbe, le cheval se couchant paisiblement à ses côtés, sa respiration profonde et régulière berçant le silence complice qui les enveloppait. Rémi contempla le chemin parcouru depuis cette première rencontre à travers les planches disjointes d'une écurie sombre. Sa propre guérison s'était construite parallèlement à celle de Tonnerre,
chacun puisant dans la force de l'autre pour surmonter ses blessures. Tandis que le soleil normand plongeait à l'horizon, Rémi caressa doucement l'encolure puissante de Tonnerre, murmurant « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, n'est-ce pas ?» Et comme pour répondre, le cheval appuya délicatement sa tête contre l'épaule du jeune homme, leurs regards reflétant la même vérité profonde. Parfois, ce sont les âmes les plus brisées qui, en se rencontrant, créent la forme de guérison la plus pure, un silence qui parle plus fort que tous les mots du monde.